Nous voici de retour, Didier Deplèche, avec 3 invités. Nous commençons avec Roch Sauker. Alors, ta grande passion, ce sont les images de la NASA. Ah oui. Ouais, m'attendis. Qu'est-ce que tu leur fais dire à ces images? C'est pas uniquement les images de la NASA. Bon, je suis un peu dessus en ce moment, c'est pour ça que... Non, c'est tout le phénomène de la NASA. C'est complètement fascinant. Toute l'exploration spatiale, le pourquoi du comment, etc. Alors ça rejoint un peu tout. D'ailleurs, ça va rejoindre la théorie de Jean-Pierre Petit sur les technologies secrètes. Ça va traiter des pannes mystérieuses qui arrivent à des sondes qui tout d'un coup se réparent toutes seules, fonctionnent encore mieux qu'avant. Ça va être les marques des sismographes sur la Lune. Enfin, toutes sortes d'anomalies, quoi. Et notamment les photos. Il y a plusieurs sites, effectivement, qui interprètent les photos de la NASA. Et la NASA les publie sans filtre. Alors, il y a une grande théorie qui prétend qu'il y a un immense ordinateur par lequel passeraient toutes les photos des sondes, etc., des expéditions de la NASA. Elles seraient recentrées autour de... C'est une théorie, hein. Et à ce moment-là, cet ordinateur un peu magique ferait en sorte d'effacer une grande partie des anomalies visibles sur certaines photos, quoi. Mais enfin, il n'empêche qu'il y a quand même des anomalies qui échappent à cet ordinateur. Ouais. Qui est censé être là pour estomper les flous. Ouais, par exemple. Plutôt flouter les images. Ouais, parce que non, ce qui est aussi fascinant, c'est que la NASA qui est capable de faire disparaître les reflets, qui est capable d'aller sur Mars, etc., de quitter le système solaire, ne soit pas fichu de prendre des photos qui soient dignes de ce nom, quoi. C'est-à-dire c'est très rare d'avoir une photo de la NASA en bonne qualité. En tout cas, sur Internet, c'est quasiment impossible. Alors, donnons un exemple. Bien que nous soyons en radio, on va essayer d'être explicite pour faire parler cette image de la mission Apollo 16, surnommée la bavure. Oui. Tu peux nous expliquer ça? C'est une image assez rigolote, puisqu'il y a, sur beaucoup de photos de la NASA au niveau des trucs lunaires, il y a au niveau de l'objectif, je sais pas, c'est un truc technique de photographe, moi je suis pas technicien du tout, hein, mais il y a une espèce de croix pour paramétrer les photos, pour les clichés, etc. Pour centrer l'image, oui. Ouais, par exemple, enfin, j'imagine que, enfin bon, sur beaucoup de photos, donc il y a ces croix qui sont au niveau de l'objectif. Au niveau de la pellicule, je ne sais pas exactement où ça se situe, mais c'est en tout cas c'est en premier plan. Ouais. Et là c'est une bavure un peu rigolote, puisque là il y a plusieurs croix sur la photo, et quand on fait un agrandissement sur une zone qui est cette zone-là, on découvre que la croix se situe derrière le décor. Elle est cachée derrière le truc. Je trouve ça rigolo, quoi. Bon. L'explication serait? L'explication, c'est qu'il y a il s'est passé, enfin, c'est ce que je dis, le technicien, il a fait une erreur, quoi. Oui, sans annoncer non plus que ça a été tourné en studio, avec des objets moi, si tu veux, c'est pas trop, ça me fait pas trop fantasmer l'histoire des studios, parce qu'on sait de toute façon que toutes les photos de presse, etc., et à plus forte raison des photos qui vont être diffusées dans le monde entier, sont retouchées. Donc le jour où les mecs ils sont en train de chercher, savoir si les photos de des missions Apollo ont été retouchées ou pas, le jour où ils vont avoir découvert qu'elles ont été retouchées, parce que c'est le cas là, sur cette photo on le voit bien, et puis c'est normal qu'elles soient retouchées, ce jour-là la NASA aura 10 000 explications pour ça, donc ça ne fait pas avancer le schmilblick. De mon point de vue, c'est un os à ronger, mais ça aboutit sur une impasse, quoi. Alors maintenant qu'il y ait eu des trucs tournés en studio, pourquoi pas? Ça peut être encore un autre... Au-delà de tout ça, de ton intime conviction concernant le phénomène extraterrestre, les ovnis, tout ça, c'est quoi au fond? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On est là pour s'expliquer, faire avancer aussi. Il est trop tôt? De toute façon, j'irai pas plus loin que ce que je peux me permettre de dire par rapport à moi-même à l'heure actuelle. C'est une histoire très compliquée et qui remonte à il y a très 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 longtemps, quoi. Enfin, c'est assez banal ce que je dis. Pour toi, moi j'y crois, donc il y a une réalité. C'est une réalité. Je pense que l'accumulation de témoignages, que ce soit dans les textes sacrés, les textes anciens ou les témoignages contemporains, enfin ça se recoupe tellement que évidemment c'est un phénomène qui est basé sur une réalité. Maintenant après, pour décrypter cette réalité, c'est une autre affaire. Oui, je visitais aujourd'hui incidemment comme ça un site
dont le titre est Ancien astronaute en un seul mot, qui reproduit des tableaux du 15e, oui, par exemple l'Annonciation, la Vierge Marie visitée par l'archange Gabriel et un ovni dans le ciel, elle est assez connue, ou des graffitis dans des cavernes d'il y a 30 000 ans, on voit un bel ovni avec ses hublots, etc. L'histoire est effectivement... C'est fascinant, ça. Pas récente, elle remonte pas qu'à Roswell. C'est fascinant, oui. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est... moi, c'est peut-être mon rapport au texte. Moi, je suis fasciné quand je retrouve vraiment des traces, des témoignages d'ovnis, ou des récits de voyages dans les airs, dans les textes anciens. Ça me fascine. Je reviens sur le titre, l'accroche principale donc de Top Secret Magazine, de ton magazine, Rock Soccer. Les présidents américains savent tout. Prenons juste un exemple, celui de Carter, qui est encore assez récent, disons, pour l'ensemble, la moyenne des auditeurs. Carter avait, avant d'être élu, promis qu'il allait clarifier la situation parce qu'il avait lui-même été témoin. Et puis, il n'en a rien fait. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il faut lui demander, hein. Moi, je ne sais rien. Non, blague à part, à la limite, je travaille beaucoup trop sur les recherches des autres, les théories des autres, pour pouvoir approfondir les miennes, si tu veux. Tout ce que je vais te dire va être très banal, ça va être toutes les raisons possibles, pour laquelle il n'a pas tenu sa promesse, mais c'est pas le seul. D'ailleurs, George Bush Junior lui-même aussi, au moment des élections, avait promis que Dick Cheney, je crois que c'était Dick Cheney, s'occuperait de dire tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet, quoi, sur ce phénomène. Il n'y a pas qu'en France qu'on pratique les promesses électorales. Bien, notre sujet va évoluer avec un et deux prochains intervenants vers les crop circles. Alors avant de les faire entrer en piste, en scène avec nous, sur ce plateau, ton sentiment et tes observations de la littérature publiée à la fois sur Internet et sous forme de livres concernant les crop circles. Il y a beaucoup de théories qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Moi, j'apprécie beaucoup la démarche, en fait, c'est pas une internaute, c'est une webmaster, qui s'appelle Anne Moreau, et je recommande à tout le monde d'aller voir son site. Sur un moteur de recherche Moroaf, on arrive directement sur son site. Donc Moroaf, c'est M-O-R-O-A-F. C'est tout simple. Donc c'est la démarche la plus simple. C'est elle qui a monté le premier site assez. Et alors, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle a pas mal. Elle cherche. Elle n'a pas abouti sur une conclusion. En tout cas, son travail est très très sérieux, très intéressant. Pour résumer, c'est très impressionnant cette histoire des crop circles. Ça commence dans les années 90 en Angleterre avec Doug and Dave, de braves paysans qui, hilar, apparaissent à la télé et sur les plateaux de télé, invités par des journalistes qui déshonorent carrément la profession et démontrent que finalement avec une planche reliée à deux cordes, on arrive à faire des ronds dans les blés. Fin de l'histoire. Voilà, les crop circles ainsi résumés. Ouais. De manière plaisante, et c'est vrai que cette fantaisie a complètement occulté le phénomène qui réapparaît enfin des années plus tard. Il y a eu un gros problème justement suite à ça, c'est que le fait que les ufologues aient tant tardé à s'occuper du problème des crops, ça a laissé la liberté la plus totale à certaines sectes. Et ce qui fait qu'après, les ufologues, quand ils ont voulu reprendre le train en marche, ils ont hésité longuement à le faire, quoi. Enfin, donc à cause de ces deux personnes, de retraités, mais aussi du fait qu'ils avaient peur d'être assimilés ensuite, etc. Bon. Ce que je peux dire sur les crops, moi j'ai fait 2 dossiers dessus, déjà les 5 numéros. Notamment, j'ai un copain qui est parti au Mexique et qui a filmé son voyage en avion. Et alors, effectivement, sur son film, il apparaît très clairement des crop circles, mais alors des crop circles très basiques, des cercles au sol. Maintenant, est-ce que ce sont vraiment des crops je ne sais pas, mais enfin, ils ont une disposition qui est quand même assez caractéristique. Ce n'est pas des cercles isolés, ils sont... tous les cercles réunis ensemble forment des figures, par exemple des triangles qui s'entrecroisent, etc., etc. C'est assez étonnant. Donc au Mexique,
faudrait aller voir là-bas dans le coin, mais il y a certainement des crops un peu paumées dans des coins un peu désertiques. On en aurait recensé 9000 à l'heure actuelle. Alors évidemment, il y a plusieurs tentatives d'explication. Ce qui est spectaculaire, c'est que des bouquins paraissent de plus en plus documentés et sans jamais réussir à apporter une réponse toutefois. L'histoire de Dave and Dog, les deux Anglais, j'espère, a fait long feu, mais toutefois ils servent encore dans certaines conversations pour dénigrer la chose. Ah oui, les crop circles dont tu me parles, disent les ignorants. Ça a déjà été démystifié par ces deux Anglais. Et la discussion s'arrête parce qu'on a en face de soi quelqu'un qui finalement s'avère complètement stupide. Et c'est vraiment le boulot que j'essaie de faire, moi, à travers le magazine. C'est de vulgariser tous ces problèmes-là. C'est-à-dire de les faire entrer dans une sorte de banalité culturelle. C'est-à-dire que ça rentre dans l'esprit des gens comme des choses qui sont pas du tout ni farfelues, ni extraordinaires. Je sais pas, je cherche pas forcément le fantastique non plus, ou le sensationnel. Ce qui est spectaculaire aussi, c'est que s'il y avait une explication facile, il y a bien longtemps qu'un sous-Charpak se serait fait fort de la publier en disant vous voyez, c'est simple, le crop circle démystifié, il ferait un best-seller et plein de thunes, mais pour l'instant personne n'en est capable. C'est ça aussi qui est spectaculaire. Tout à fait. Nous avons une conférencière en ligne qui n'est pas à Paris, donc elle nous rejoint toutefois sur le plateau. Elle se nomme Marie-Odile Martin, nous la saluons, bonsoir. Bonsoir. Je me suis mis à faire des conférences pour informer les personnes et leur apporter le témoignage de ce que je vivais tous les étés, de ce que je voyais tous les étés. Alors racontez-nous. Alors, je suis iconographe et je m'intéresse beaucoup à la géométrie sacrée. Or, un de mes amis, le docteur Chetno américain, me parlait toujours de ces formes. Et puis, en 96, je me suis décidée à le suivre. Et là, j'ai découvert que c'était beaucoup plus que des formes géométriques, ou c'est quelque chose de complètement fantastique. Il faut les vivre, ces crop circles, il faut les ressentir. Il se passe des choses à l'intérieur et ce ne sont pas simplement que des formes géométriques et des dessins. Donc les premières formes que j'ai vues, c'était de simples formes. Les blés ne sont pas écrasés, ils sont simplement couchés. Et ces premières formes, il fallait les chercher, elles étaient très difficiles à trouver. Et progressivement, les formes sont devenues de plus en plus complexes. Et puis tout d'un coup, au fur et à mesure des années, elles se sont mises à apparaître au bord des routes, à la disposition de tout le monde. Et les tressages aussi, à l'intérieur des blés, c'était aussi beaucoup complexifié. Il y a eu une progression dans ces crop circles. Quand on rentre dans un crop circle, on a des ressentis, on a des choses qui peuvent se passer au niveau du corps ou au niveau du psychisme. Ou bien ils peuvent nous être complètement désagréables, on peut avoir des maux de tête pas possibles, ou bien certains, il est certain qu'on n'a pas envie de quitter tellement on est bien à l'intérieur. Et ces formes, ces crop circles, représentent des formes géométriques qui ne peuvent pas laisser les êtres humains indifférents. Elles parlent à toutes nos consciences, elles parlent de toutes les religions, elles parlent de toutes les philosophies, elles parlent de tout le savoir de l'humanité. C'est vraiment absolument étonnant. Bon, c'est vrai que tout à l'heure j'entendais mon prédécesseur parler du problème des sectes, et c'est vrai qu'il est regrettable que les sectes se soient appropriés ce phénomène pendant un certain temps, qui fait que les gens ont eu très peur d'en entendre parler. Moi-même, dans la première conférence que j'ai donnée à Nice, à la sortie de cette conférence, il y avait une secte qui distribuait son prospectus. Et on est venu m'en informer. Et là, apparemment, pour d'autres conférences, j'ai eu aussi des problèmes avec les sectes qui ont essayé de s'infiltrer dans ma conférence. Vous pouvez nommer la secte en question ? Je pense pas que ça soit utile, il y en a plusieurs. Et non, mais ça peut servir d'alerte, disons. Beaucoup les raéliens. Oui. Ah, ils essayent de récupérer les crop circles. Ah oui. Ah bon. Et puis je peux vous dire que là, à la conférence que je donne à Paris, ils se sont manifestés aussi. Ah oui, d'accord. C'est un petit peu désagréable parce que ça ne permet pas de donner une ouverture aux personnes. Les personnes craignent Bien sûr. craignent ces sectes. Donc, les crop circles ne sont pas explicables pour l'instant, mais déjà les sectes sont prêtes de les revendiquer. Oui. Rock est toujours avec nous, hein. Rock Sauk est toujours à côté de moi.
Je suis très contente de vous avoir entendu. D'accord. Et je suis curieuse de voir ce que tout le monde publie maintenant en France, parce qu'on commence à en parler de plus en plus. Tout à fait. Bon, maintenant, on n'est pas sûr que ça soit vraiment un phénomène qui soit que d'actualité. On a quelques documents très anciens qui sembleraient s'adapter au crop circle, comme la gravure des années 1670, qui est celle qui représente le diable faucheur. Tout à fait. Et puis il y en a une autre où on voit des fées qui dansent autour d'un anneau dans l'herbe. Donc on a aussi toute cette mythologie autour des fées qui faisaient des ronds dans la campagne. Donc tout à fait, tout à fait. Ouais. Cette complexité dont vous parliez tout à l'heure, moi me fait penser à une sorte de compte à rebours aussi. Et alors j'ai lu certaines théories qui parlaient qui parlaient un petit peu de ça. C'est toujours que des théories, hein. Mais vous parliez de religion tout à l'heure. Certains ont fait le rapprochement avec le texte de l'Apocalypse sur la moisson. Oui, je suis au courant de tous ces textes religieux, puisque je suis iconographe, donc j'ai beaucoup travaillé la théologie. Et je dois avouer que quand j'ai commencé, le thème qui m'a le plus fasciné, c'était Élie. Élie qui part sur son chariot de feu, et ça me restait toujours une interrogation. Bien sûr. Alors, les lumières, nous n'en avons jamais vraiment vu. Mais ce que nous avons sur les photos, c'est des phénomènes lumineux, des espèces de tiges lumineuses. Oui. Ça oui, nous en avons sur les photos, et nous ne les voyons pas au moment où nous prenons les photos. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que sur la vidéo qu'a pris ce copain au Mexique, du haut de son avion de ligne, il y a un phénomène lumineux qui se produit à ce moment-là au niveau des crops. Bon. Mais bon, il y a beaucoup de témoignages de phénomènes lumineux. Nous, on n'en a jamais vu, mais il y en a. Mais c'est difficile de parler de ces phénomènes en Angleterre parce que il y a beaucoup de terrains militaires. Absolument. Or, les terrains militaires, on voit souvent des boules de lumière dans l'air et ça se balade un peu partout. Donc, pour des personnes, c'est difficile de faire la différence. Bon, je sais qu'il y a des cassettes qui circulent avec des phénomènes lumineux, mais là, je peux pas le confirmer. Je n'en ai jamais vu depuis que j'y vais. Par contre, les faussaires, il y en a. On le voit à vue d'avion, les formes ne sont pas si... Ah oui, à quoi les reconnaît-on alors? Vue d'avion, c'est simple, elles sont pas parfaites. Sur le sol, elles sont pas parfaites non plus. Et puis, je peux vous raconter une histoire. Il y a 3 ans, il y avait un fermier qui racontait qu'il était à l'origine de la forme et il tenait une planche en bois entre les mains. Et il y avait la télévision anglaise. Puis je regardais, et puis c'est quelque chose qui me fascinait, c'était que cette planche était propre. J'ai pris la planche, j'ai dit, vous permettez, je peux la retourner. J'ai retourné la planche, il n'y avait ni trace de terre, ni trace de sève de blé. C'est logique. Si on fait une forme, il y a forcément des traces. La planche était neuve et propre. Donc c'était bien un canular. Ça ne pouvait pas être lui qui avait fait cette forme. En plus, c'était une forme très très complexe. Donc il ne pouvait pas l'avoir fait comme ça. Bon, il y a des étudiants l'année dernière qui ont prétendu avoir été à l'origine de certaines formes. Les agriculteurs ont porté plainte et ont demandé des dédommages et intérêts et ces étudiants se sont retrouvés coincés dans leur canular parce que ils n'ont pas pu prouver qu'ils étaient à l'origine et ils ont été obligés de payer des dédommages et intérêts. Bon, il y a régulièrement des histoires de faussaires, mais par contre, ce que j'ai vu moi, l'année dernière et qui m'a beaucoup contrarié, j'ai vu des personnes transformer les formes. Ah oui, pour ajouter quoi? Pour ajouter des éléments autres. Ce qui fait que la forme n'est plus pure, elle n'est plus... Ce qui est amusant, Maria Dulmartin, c'est que l'année suivante, on ne verra pas les ajouts, on ne verra la trace que du crop original. Ah oui, oui. Vous pouvez expliquer pourquoi? Ça vraiment, je ne saurais pas expliquer. Mais c'est vrai que même plusieurs années suivantes. Et s'il neige, la neige fond sur ces formes. D'ailleurs, on a parlé de crop, de cercles, mais pas de crop, autrement dit des cercles qui ne sont pas produits dans les céréales, mais également sur des portions désertiques, sur du sable ou sur la glace ou de la neige. Ou la glace au Canada, oui. Au Mexique, ça doit être ça. Au Mexique, ça doit être ça justement. À mon avis, ce ne sont pas des cultures de blé qu'il y a là-bas. Et ils ne sont pas que dans les cultures de blé, ils sont aussi dans le colza. Et le colza, comme on le sait, c'est une plante très fragile qui casse comme du verre. Alors vous imaginez les tressages dans le colza, c'est extraordinaire. Et puis cette fleur jaune, c'est de toute beauté. Je me régale tous les ans. Oui. Je me demande toujours
mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? C'est pas possible. On est vraiment, c'était vraiment trop beau cette année. Ah oui, on peut se faire de remarquables fonds d'écran pour ordinateur en tapant Crop Circle sur un moteur de recherche et on fait descendre des centaines de photos, toutes plus belles les unes que les autres, effectivement. Oui. Alors, certains de ces dessins obéissent à des lois, à des courbes mathématiques extrêmement complexes. Oui, ils suivent toutes les règles du nombre d'or aussi. Bon, est-ce que vous vous accordez sur le fait que il s'agit de brûlures intenses mais brèves oui. qui plient On le voit sur le blé, hein. Quand on est à l'intérieur, on le voit. On a parlé d'une température de 800 degrés, assez brève, oui. pour fléchir le blé à la hauteur de ce qu'on appelle les nodules, c'est ça? Oui, oui. Et ça se passerait en une fraction de seconde. Alors il traîne sur Internet un petit document à vie, un petit film vidéo, montrant une espèce d'ovni qui zigzague au-dessus d'un champ, et il est titré « Formation d'un crop en l'espace de 15 minutes ». Mais ça peut être bidon, évidemment. 15 secondes, non? 15 secondes. Pour nous, on a connaissance de groupes qui ont fait, 15 secondes. On a connaissance de groupes qui ont fait des surveillances parce que des formes apparaissent régulièrement dans les mêmes champs. Donc il y a des champs qui sont quand même surveillés. Et par exemple, la forme apparaît juste au moment de la relève. Le moment où le groupe discute, change, reprend position et c'est là. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un des arguments que les sceptiques donnent généralement sur ce phénomène, c'est que personne n'a installé de webcam dans les champs où les crops reviennent très fréquemment. Il suffirait d'installer 2-3 webcams bien placés dans ces champs-là, avec des angles différents, pour avoir une bonne fois pour toutes la solution au problème. Alors pourquoi ça n'a jamais été fait, ça? Je pense qu'il y a des phénomènes électromagnétiques qui se passent dans ces formes qui font que les appareils électroniques tombent très facilement en panne. Moi-même, j'avais acheté un nouvel appareil tout neuf et j'ai pas eu de photos. Carrément, mon appareil s'est rembourré, pellicule blanche, deuxième pellicule blanche, non. Alors que quand j'utilise mon vieil appareil, j'ai de très bonnes photos. Ce qui voudrait dire que votre nouvel appareil est muni de dispositifs électroniques beaucoup plus sensibles. Voilà. Et c'est vrai que pour d'autres, c'est la même chose. Hein. J'ai une amie, Francine Black, qui fait aussi de très belles photos vues d'avion. Elle fait partie d'une association de recherche en Angleterre. Et elle avait acheté, elle aussi, un appareil beaucoup plus perfectionné. Et elle a eu des problèmes. C'est comme si sa pellicule était sortie brûlée. Et pourtant, elle les a fait du ciel, vues d'avion. Alors, il y aurait plusieurs origines à ces cercles, n'est-ce pas? On peut parler de plusieurs origines. En fait, il y a plusieurs sortes d'intelligences qui agissent. Bon, il y a ceux qui sont d'origine humaine, et puis il y a des intelligences, parce qu'on peut parler que d'intelligence pour le moment. À un moment donné, j'avoue que j'avais eu le sentiment d'un combat entre plusieurs intelligences, puisqu'il y avait des formes qui étaient très, négatives, où on était très mal à l'aise à l'intérieur. Peut-être d'autres étaient bien, c'est peut-être moi qui les ai senties négatives et les personnes autour de moi. Et puis d'autres formes qui étaient positives. Et à un moment donné, on a eu plus de formes positives et moins de formes négatives. Et cette année, de nouveau, sont réapparues des formes négatives, comme s'il y avait une espèce de prise de pouvoir, de quelque chose comme ça, entre plusieurs intelligences. Ou est-ce que c'est un jeu, ou je sais pas. Enfin, pour moi, franchement, il me semble que les crop cercles ont une origine qui concerne à la fois la Terre, à la fois le cosmos, que l'un et l'autre sont indispensables dans ce phénomène. Je ne sais pas si on peut me comprendre, c'est pas facile à expliquer. Essayez une autre formulation différente. Tout est en lien, en fait. En lien avec quoi? Avec l'actualité, par exemple? C'est un tout. Je veux dire, c'est un tout, un crop circle. Donc il est forcément en lien entre la Terre et le cosmos. C'est une globalité. Et je pense que même il y a des interactions avec les humains. Et pourquoi sont-ils de plus en plus beaux? Est-ce qu'il y aurait une façon de nous habituer, de nous faire progresser? Oui, sans doute. Vous me parliez cet après-midi d'un crop circle musical. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous raconter? Alors, c'est un crop circle qui se trouve
près du haras, qui se trouve sur la propriété du haras de la Reine. Et on en avait la connaissance vue d'avion, mais par la route, il est très difficile d'accès. Donc on y est allé. Et quand on est arrivé dans cette forme, on a été pris d'une musique. On a entendu cette musique. C'était quelque chose de complètement étonnant. C'était une forme toute fraîche qui n'avait pas encore été visitée, qui était encore pleine de ses énergies. Et c'était très harmonieux, c'était très très beau. Et on était 3 personnes. Et puis tout d'un coup, on s'est dit mais c'est Mozart. Et bon, ce cercle était vraiment difficile d'accès et très éloigné de la route. Et on a eu vraiment du mal à le quitter, ce cercle. On avait envie de danser, on était bien à l'intérieur, ça nous berçait. Et quand on est reparti, on avait laissé notre chauffeur sur la route, parce que quand c'est comme ça, on craint quand même pour les véhicules, quand on est trop loin. Et notre chauffeur avait eu avait eu cette espèce de connexion, et il nous avait mis une cassette de Mozart. Il nous attendait avec une musique de Mozart. C'était étonnant quand même. C'était peut-être par hasard la petite musique de nuit? Oui. Vous l'entendez là actuellement? Oui, je l'entends, c'est pour ça. Marie-Odile, Martin? Oui. Vous savez que les blés se redressent après, et donc on voit vraiment bien les blés se redresser. C'est vraiment des photos que j'ai fait sur place pour témoigner de ce phénomène. Alors est-ce qu'on a fait des expériences sur les pains, la cuisson des pains qui sont issus de ces blés? Non, je suis pas au courant d'expériences faites avec ces pains, parce qu'on se permet pas, quand on va dans un champ, de récolter des céréales. On respecte la culture de l'agriculteur le plus possible. On n'abîme pas son travail, et donc on ne se permet pas de récolter, parce qu'il faut quand même une bonne petite quantité de blé pour faire un pain. De toute façon, ils seront fauchés 15 jours plus tard. Oui, bon, ça part dans l'univers, ça part pour toute l'humanité. Il y en a aussi dans le lin maintenant. Donc les femmes s'habillent de lin. C'est la première fois où j'y suis allée. En rentrant à Nice, j'ai nettoyé mes vêtements, je nettoie à la main. Et dans chaque vêtement, je retrouvais la forme. L'énergie était vraiment, quand je passais les mains dans l'eau, l'énergie était vraiment dans mes vêtements. Je pouvais reconnaître la forme où j'avais été. Alors est-ce qu'il y a des crop-circles malsains ou des crop-circles laids, disons non harmonieux, ou qui défient les lois d'harmonie? Alors, il y a sans doute des crop-circles malsains. On est en train de se poser la question parce que on a découvert des petites choses dont on ne peut pas encore vraiment parler. Mais ils sont toujours très harmonieux malgré tout. Comment caractériser le rayonnement aux uns et aux autres? C'est vibratoire. Il y a des crop-circles qui amplifient le côté négatif des personnes et qui font que ces personnes, lorsqu'elles sortent, ne peuvent plus se contrôler. On a vu des choses assez bizarres à ce sujet. Oui, André-Jacques Holbeck nous disait en septembre avoir visité un crop-circle dans les Ardennes, l'avoir traversé, y avoir séjourné un moment, et qu'il en était ressorti avec un sacré mal de crâne. Oui, ça arrive. Mm-hmm. Oui. Enfin, lui s'était rendu comme enquêteur sur place, comme de plus en plus de personnes, effectivement. Oui, mais nous, dans ces cas-là, on ne reste pas. Nous, on cherche les crop-circles où on est bien. C'est pas la peine des autres. Bon, on observe la forme, on les voit d'avion, et puis voilà. Bon, j'ai un ami allemand qui travaille pour le laboratoire Phi en Allemagne et qui fait des prélèvements d'énergie, qui fait des élixirs de crop-circle. Ah oui. Oui. Donc c'est tout un travail que l'on fait aussi tous les étés pour garder la mémoire de ces énergies de crop-circle. Pas tous, on fait une sélection. Bon, on n'a pas la possibilité de tous les prendre, c'est trop de travail, mais ça se fait. Marie-Odile Martin, j'ai pour ma part un livre qui est magnifique. Un livre de Eljo Hasselhoff, vous le connaissez sûrement, publié chez Favre. Il est magnifique ce livre et je le conseille à tout le monde. Il est magnifique et puis c'est quelqu'un qui a fait un travail honnête. Vraiment, il est magnifique ce livre. Il est de toute beauté. C'est mon libraire qui me l'a, qui un matin m'a dit, oh, je viens juste de recevoir un livre là.
regardez, je l'ai acheté tout de suite, et puis je le conseille à toutes mes conférences. Les cercles dans les blés et leur mystère, édition Favre. Oui. Effectivement, mais et leur mystère en réalité à la fin de cette lecture, on n'en sait pas plus finalement. On n'en sait pas plus. C'est étonnant, un phénomène comme ça public, une telle démonstration d'intelligence qui ne peut pas être le fait d'un canular parce que ça devient trop complexe et qui n'a pas d'explication pour l'instant. Fabuleux. Vous restez avec nous, n'est-ce pas? On va faire connaissance de Michel Parra. Michel Parra qui nous écoute depuis le début et qui lui n'est pas dans la région niçoise, il est en Alsace. Bonjour Michel. Bonsoir. Alors la transition est toute trouvée, il manque encore de nombreuses pièces à cette question, à ce dossier, et ta maison d'édition, Michel, va publier prochainement un bouquin. Nous diffusons une vidéo. Ce n'est pas nous qui l'avons éditée, mais suite à... Comme diffuseur, oui. Alors, elle se présente comment, cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle montre? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle dure 1h30 environ. Alors, bien sûr, de temps en temps, on revoit les mêmes images, mais elle laisse parler beaucoup de différentes sensibilités sans être dogmatique. Ça permet également d'élargir un peu son champ de réflexion parce que il y a naturellement ceux qui sont des partisans de la théorie extraterrestre. Il y en a d'autres qui sont des partisans de théories plus d'origines humaines. Mais je dirais qu'à la limite, ce sont des éléments de réflexion et que même si c'est intéressant, c'est ce qu'on en fait avec de ce que ça nous apporte et qu'est-ce qu'on fait de cette prise de conscience, qu'est-ce qu'on fait de cette information qui est surtout intéressant. Oui, cette vidéo est disponible dans les différents formats, j'imagine. VHS PAL, CAM. Elle est en PAL. En PAL. Je pense que le mois prochain, il y aura un DVD sur le sujet qui sortira et qui aura également des liens avec les différents sites des chercheurs sur le sujet. Donc ça peut être encore un peu plus pratique pour certains qui sont intéressés par les crop circles. Alors comment ça se présente, comment tu fonctionnes? Tu es responsable d'une maison d'édition et qui fait également de la diffusion. On parlera de Christo dans un tout petit moment, mais tu as monté Alternature, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact? Ça fait maintenant 7-8 ans que j'ai décidé de franchir le pas pour essayer de faire connaître des solutions alternatives. Au départ, c'était avec Roland Plaucher, c'était cet Allemand qui avait mis au point un procédé pour imprégner une énergie sur un support qui servait ensuite de catalyseur pour régénérer l'environnement. Enfin, c'est un peu technique, mais c'est un peu comme de l'homéopathie pour l'environnement, quoi. Et je pense que c'est un des aspects importants, c'est d'agir quand on a une information. Et on voit qu'on crée des courants et des énergies qui font que on reçoit des outils quand on met en branle la machine. Et j'ai l'habitude de fonctionner comme ça un peu. Ici en Alsace, on a la chance d'avoir à côté de nous l'Allemagne et la Suisse qui sont en avance dans pas mal de domaines souvent. C'est un bon carrefour pour échanger des informations et des idées. Et parce que bon, je suis bilingue, ça me permet aussi de faire la transition et de faire l'intermédiaire entre des informations qui viennent de ces pays. Et puis c'est comme ça, ça a commencé avec Clocher qui était en Allemagne, ça s'est poursuivi avec Emoto, on en parlera tout à l'heure. Et là, comme par hasard, entre guillemets, en allant à Bâle dans une exposition, disons à caractère ésotérique, je tombe sur cet éditeur de vidéos qui a commencé sa première collection sur les crop circles. Donc. Et en fait, c'est un éditeur parisien, c'est Jupiter qui fait ça. Et donc on a sympathisé, et puis comme ça me parlait, en fait, comme le reste, j'ai décidé d'utiliser l'outil que j'avais pour le faire connaître. Et puis bon, mon outil c'est Alternature. Donc il y a une dimension qui est commerciale, mais ce n'est jamais le moteur premier de l'action, quoi. Je veux dire, on se sert de ça pour faire connaître, mais le premier outil c'est la passion, c'est l'enthousiasme. Combien coûte la vidéo PAL de 90 minutes 24 €. À la limite c'est secondaire, les gens qui sont intéressés par le sujet ne s'arrêtent pas au prix. Et puis bon, ça permet d'élargir le public que l'on touche, parce que jusqu'à présent, si on va sur internet, on peut trouver naturellement plein d'informations. Mais là, on a déjà quelque chose qui est c'est facile d'usage, c'est grand public, c'est traduit en français. Bon, c'est intéressant, quoi. Donc alternature.com pour les internautes, et les autres, comment font-ils? Alternature en un seul mot.
Oui, si les gens veulent avoir des informations sur nos activités, ils peuvent nous écrire. Hein. Si je peux donner l'adresse, si vous le Bien sûr, naturellement. Donc, soyons pratiques. Il faut écrire à Alternature, donc, comme une alternative. Au départ, c'était des solutions alternatives pour la maison en environnement. D'où le nom. Donc Alternature se trouve à Lanzer, c'est un petit village près de Mulhouse. C'est 68 440 le code postal. Et l'adresse, c'est 33 rue Acklin. A-C-K-L-I-N. Bien, on fait une petite pause musicale et on se retrouve tous les deux si vous voulez bien. Avec plaisir. D'accord. Nous sommes sur ce plateau 3 invités. Rob Sauker pour Top Secret Magazine depuis le début de l'émission et qui nous tient compagnie pour la suite. Nous avons reçu, et elle est toujours avec nous, Marie-Odile Martin qui fait des conférences sur les crop circles et donc qui nous aide à essayer de comprendre ces manifestations pour l'instant inexpliquées. J'apporte le témoignage de mon vécu, de mon expérience, de mes photos. Avec projection d'images personnelles. Oui. Il y a des symboles dont j'ai retrouvé des origines très anciennes, donc j'apporte aussi des diapositives de ces origines pour faire les comparaisons, parce que vraiment au niveau de la symbolique et de la religion et de la philosophie, c'est très étonnant. Hein. On retrouve toutes les religions. C'est toutes nos racines qui sont dans ces crop circles. C'est toute la connaissance humaine. Est-ce que vous avez connaissance du travail du japonais Emoto? Oui, dans le numéro 2, il y a une cristallisation de crop circle et j'avais pris contact moi-même avec lui pour lui proposer des élixirs de crop circle s'il voulait les expérimenter, mais j'ai pas eu de nouvelles. Bien, alors Michel Parra, qui est avec nous, est son éditeur en français. Reprenons au début. Nous avons reçu sur cette antenne il y a 4 mois et puis précédemment, il y a très longtemps, en 95, Jacques Benveniste sur le thème de la mémoire de l'eau. Et on a développé donc, pour les habitués, les auditeurs de longue date, il y a quelque temps déjà, l'idée, le concept que l'eau a des facultés extraordinaires. D'abord, l'eau, c'est pas de la flotte, quoi. C'est pas le truc qui coule au robinet. C'est un corps qui présente des caractéristiques étonnantes. Un site internet en recense 70 qui sont toutes paranormales finalement. Ce changement d'état et le scientifique japonais Emoto a publié en anglais d'abord, en japonais et puis en anglais et en français grâce à Michel Parra, un livre magnifique. Michel? Oui. Alors bon, heureusement que grâce à l'éditeur japonais, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même une bonne réponse même en France et on a depuis 2 mois donc le volume 1 qui était édité directement en français. Alors pour ceux qui... Et qui marche bien, je crois. Oui, ça on peut dire que maintenant qu'il est accessible au grand public avec le confort d'un texte en français, il y a un bel écho. Je dois dire que avec Emoto, on rejoint un peu tout ce qui traite de l'énergie et de l'information. C'est un moyen simple de le mettre en évidence. Hein. Peut-être pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, je peux en faire une présentation résumée. Exactement. C'est ça que j'allais te demander. Ok. Donc, Emoto, il y a une dizaine d'années, a travaillé aux États-Unis sur l'eau et il s'est intéressé en particulier aux cristallisations. Peut-être il y en a qui connaissent déjà les fameuses cristallisations sensibles, qui est un moyen de mettre en évidence les structures dans des matières mises en solution avec un sel de cuivre. Et bien là, nous avons un procédé qui est encore plus simple, c'est de faire geler de l'eau et de la photographier au microscope, à des grossissements entre 200 et 400 fois environ. Et bien, uniquement par ce biais-là, en examinant la structure des cristaux, on arrive à mettre en évidence les énergies ou les informations que l'eau a reçues. On a par exemple, en se référant à la nature, des influences positives, si on peut dire, qui donnent des cristaux hexagonaux, parce qu'ils sont harmonieux. Enfin, l'énergie est harmonieuse, donc les cristaux sont harmonieux, alors que lorsqu'on donne une énergie qui est disharmonieuse à l'eau, ces cristaux sont amorphes. Et ça, aussi bien sur le plan physique, c'est-à-dire avec des pollutions qui peuvent perturber la cristallisation de l'eau par le chlore ou d'autres pollutions industrielles, mais également avec des énergies beaucoup plus subtiles, telles que la musique, telles que les mots et jusqu'à la pensée.
Donc on peut éventuellement, grâce à Emoto, tout se rejoint. Michel Parra, on va avancer graduellement, là c'est beaucoup d'un seul coup. D'accord. Tout doucement. L'eau prélevée, disons, en une centaine d'endroits du Japon et c'est le thème du bouquin numéro 1, et quelques régions du monde d'où des personnes lui avaient envoyé un flacon, je ne sais quoi. Ces eaux démontrent que tel lac où l'eau est retenue donne des cristaux amorphes, ou telle région où s'est produit un tremblement de terre, ou selon que l'eau a été prélevée avant ou après le tremblement de terre, etc., donne autant de combinaisons qu'on puisse imaginer. Rien que déjà cette eau, avant d'aborder l'eau et la musique, et l'eau et les textes et la pensée, d'accord ? On y va doucement. D'accord. Doucement. Alors, ces échantillons, effectivement, donc il s'agit de prélever un petit peu d'eau, et n'importe quel possesseur d'un microscope, entre 200 et 400 fois, peut le réaliser chez lui, compte tenu du fait qu'il doit avoir une petite glacière. Oui, alors théoriquement, oui. Il faut dire que je crois qu'Emoto a mis lui-même, avec les moyens qu'il avait, qui n'étaient pas négligeables sans être très importants, a quand même mis, je crois, 2 mois à réussir à la première photo de cristaux. Il y a un certain coup de main à acquérir. Alors, pour reprendre depuis le début, on prélève un échantillon d'eau qui est mis dans au moins 50 boîtes de pétri. Une boîte de pétri, c'est une espèce de petite coupelle que les laborantins connaissent. Et ces 50 boîtes de pétri, il y en a même 100 au début, sont mises au congélateur pendant 4 heures, à moins 20 degrés. Et lorsque l'eau est bien congelée au bout de 4 heures, on la sort et on la photographie en chambre froide à moins 5 degrés. Mais le problème, c'est que pour photographier au microscope, on a besoin de lumière, et le rayon de lumière sur le cristal commence à le faire fondre. Donc il faut une certaine technique, un coup de main pour arriver à faire la mise au point et photographier avant que le cristal ait disparu. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est une fois que cette technique a été mise au point, eh bien, il a commencé les différents examens des différentes eaux du monde entier. Alors, la difficulté était aussi d'arriver à préserver la qualité de l'eau lors du prélèvement, ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'on sait maintenant que l'eau est sensible à tous les types d'informations, et surtout aux champs électromagnétiques. Donc, lorsque l'eau voyage, elle passe éventuellement par des avions, en train, etc. Et donc, elle pourrait être perturbée. Donc, il y a certaines techniques de transport à mettre en œuvre, mais il faut peut-être éviter les portiques de sécurité également, ce genre de choses. Disons qu'il y a une technique d'emballage qui fait qu'elle y est beaucoup moins sensible, et que ensuite, statistiquement, on arrive quand même à retrouver les informations d'origine. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que chaque lieu et chaque instant étant unique, il n'y a pas 2 cristaux exactement pareils. Même lorsqu'une eau a été prélevée à un moment donné et mise dans 50 boîtes de pétri, ou 100 boîtes de pétri, comme le type de cristallisation est examiné statistiquement, puisque comme il n'y a pas de cristaux exactement pareils, on va dire voilà, sur la cinquantaine, il y en a, disons, X% qui ne sont pas bien formés, d'autres qui le sont mieux, d'autres qui sont encore plus élaborés, d'autres qui sont hexagonaux, etc. Et après on regarde dans quel groupe il y en a le plus, et on peut dire, voilà, tel type de cristallisation est représentatif de cette eau. Alors c'est peut-être ce qui peut désappointer des chercheurs traditionnels, même comme Benveniste à la limite, qui lui a une vision très cartésienne ou matérielle des choses, en disant que c'est pas vraiment reproductible. Je crois qu'il faut dépasser cet aspect-ci. C'est très parlant, parce que statistiquement, il est prouvé que l'eau a un type de structure, lorsqu'elle est gelée, qui correspond bien à le type d'information qu'elle a reçue. Est-ce que c'est pas trop compliqué ? Ça, ok, une question. Les expériences ont commencé quand ? Alors, je crois qu'il a fait ses travaux dans les années 94-96. D'accord. Non, je vous demande ça parce que c'est des expériences, cette notion des cristaux et de l'eau, il y a eu des expériences en France qui ont été observées dans les années 80. Enfin, disons qu'on entend de temps en temps, je me souviens d'un ami qui m'avait parlé d'un bouquin qui devait être américain, mais on était plus dans le paranormal entre guillemets. C'était une personne qui mentalement projetait des lettres de l'alphabet dans de l'eau, et lorsqu'on les faisait geler, on retrouvait les lettres de l'alphabet dans les cristaux ou un truc comme ça. Mais je veux dire, l'eau n'est qu'un médium d'une information. Alors cette information peut avoir différentes origines, elle peut être naturelle ou humaine ou ce que vous voulez. Tout à fait. Non, mais effectivement, il y avait on arrivait par la pensée
à transformer des cristaux. Moi, j'ai le souvenir d'avoir lu des articles là-dessus. Ah, certainement. Il y a, si vous connaissez Rupert Sheldrake, c'est le chercheur anglais qui travaille sur les champs morphogénétiques. On peut imaginer que le cristal suit un plan de développement, un plan de construction qui n'est pas matériel. Et ça pourrait être, sur un plan plus subtil, le gabarit énergétique qui va lui dire de faire un hexagone, par exemple. Rupert Sheldrake avait fait une expérience, par exemple, en faisant résoudre des problèmes de mots croisés d'un journal anglais et à des étudiants, un groupe d'étudiants, et il était arrivé à, je crois, à un certain taux de réussite. Eh bien, si l'on refait la même expérience le lendemain au nord du pays où il n'y a pas l'édition du journal, à le même nombre d'étudiants, on trouve un taux de réussite plus important. Exactement, parce que la conscience des gens a déjà quelque part trouvé des solutions et il y a eu des connexions plus faciles, une part du travail a déjà été fait. Donc là, on retrouve aussi l'imbrication de tout ce qui est énergie subtile et l'influence sur les consciences et même sur le physique, sur l'eau en particulier. Mais oui, Jean Stone nous l'avait expliqué l'an dernier à ce micro, à propos donc des travaux de Rupert Sheldrake, disant que les mots croisés du Times étaient plus faciles le lendemain lorsqu'ils paraissaient à Johannesburg, parce qu'ils avaient déjà été solutionnés par les lecteurs britanniques de Grande-Bretagne. C'est fantastique ça comme prise de conscience. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau, que nous sommes tous reliés, et que si quelqu'un fait un pas dans la bonne direction, on en profite tous. Dans le mauvais sens également, enfin je veux dire, à chacun après de déterminer le sens de son action. Oui, si un fauteur de guerre parcourt la planète, il peut donner des idées à davantage de dictateurs d'y s'y mettre aussi. Oui, mais ensuite c'est une question de niveau de conscience, parce qu'à partir du moment où on a atteint un certain niveau, on ne sera plus en résonance avec les énergies plus basses, et donc on peut se protéger de ces énergies-ci. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de hasard, on attire ce à quoi on est en affinité. Tu fais des conférences aussi alors ? Oui, de temps en temps, j'en fais sur Emoto. Voilà, surtout, on est entre conférenciers et éditeurs. Comme Emoto on a eu la grande chance de pouvoir l'avoir à Paris en novembre dernier, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc là, c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a eu, je crois, 1700 personnes sur 2 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ont déjà ce savoir en eux, ou cette intuition, mais le fait de le voir, c'est comme une révélation, alors que c'est quelque chose il le pressentait déjà. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme démarche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne doit rien de particulier au charisme d'un opérateur. C'est reproductible à travers la planète. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, lors de ces tests, il s'est amusé à faire, on en parlera un peu plus tard, mais il a fait des expériences en double aveugle, en changeant les membres de son équipe, et il retrouvait des résultats similaires. Parce que à partir du moment où on le reconnaît que la conscience de l'examinateur, comme on le sait en mécanique quantique par exemple, que l'examinateur influence le résultat, on pouvait aussi se dire que aucune mesure n'est absolue, puisqu'elle peut être influencée d'une manière ou d'une autre sur un certain plan. C'est ce qui avait conduit Jacques Benveniste d'ailleurs à mettre au point un robot pour attester qu'il n'y avait pas d'influence possible dans la reproduction de ces expériences sur la mémoire de l'eau. Oui, je dirais que même on peut aller au-delà de ça, parce que dans le robot, il y avait du Jacques Benveniste. Donc il y avait quelque part, c'était la manifestation aussi, il y avait un lien avec lui. Donc je veux dire, on n'est jamais coupé complètement de l'extérieur. Je comprends, c'est insortable. Bien, transition entre les crop circles et les minéraux, c'est le fait qu'on peut aussi exposer, là, donc deuxième marche si on peut dire, exposer l'eau à une image. On faisait allusion tout à l'heure brièvement au fait que un flacon d'eau avait été exposé à l'image d'un crop circle. N'est-ce pas, Marie-Odile Martin ? C'est cette image que vous avez vue ? Oui, c'est cette image que j'ai vue dans le livre. Et le résultat est magnifique, n'est-ce pas ? Il est structuré de forme hexagonale, à l'image du crop circle représenté. Maintenant, dans le tome 2, il n'y a qu'une image de cette expérience. Je ne sais pas si ça a été reproduit sur d'autres images de crop circle. Michel Parra peut nous répondre ? À ma connaissance, pas publié, en tout cas pas en français, peut-être en japonais, mais c'était, je veux dire, presque anecdotique dans le livre. Il a fait un petit chapitre avec des choses un peu plus
un peu plus extraordinaire. Et le crop circle était vraiment extraordinaire quand on sait qu'il a dû faire plus de, 20 000 cristallisations. Eh bien, si on examine l'image de ce cristal, bien qu'il ait la structure hexagonale, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est difficile à expliquer, c'est beaucoup plus arrondi. Alors bien sûr, on peut y voir ce qu'on veut, hein, mais c'est vrai que ça rappelle un peu une soucoupe volante, quoi. Bon. Alors, est-ce que c'est la conscience C'est difficile de dire pourquoi c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est très différent, mais qu'on reste dans du positif. Mais surtout, pourquoi une image peut-elle impressionner le liquide qui est dans un flacon posé au-dessus? Mais parce que tout est énergie et que l'eau étant un des meilleurs récepteurs d'informations, elle est capable de capter des énergies très subtiles. Oui, mais alors mon corps est fait à 70% d'eau. Ce que je porte en logo sur mon t-shirt doit fortement impressionner chacune de mes molécules. Participe à l'information globale que l'on reçoit en permanence et en tout lieu. Alors tout dépend aussi de la conscience qu'on y met. Il y a des choses qui nous influencent inconsciemment, mais on peut aussi se fabriquer soi-même des vecteurs d'information en conscience. Dans le temps, c'était des grilleries et des amulettes. Maintenant, ça peut être l'image de sa bien-aimée dans le portefeuille, ça peut être une croix autour du cou, et même, à la limite, le même symbole pourra émettre des énergies qui seront directement personnalisées par la personne, parce que une même chose peut être perçue différemment, et on peut rajouter ou enlever, si on peut dire, de l'énergie à quelque chose. On retrouve aussi ça dans le fameux effet placebo. La médecine allopathique, avec le côté négatif des effets secondaires, guérit beaucoup aussi parce que les personnes y voient une solution à leurs problèmes et mentalement se permettent de guérir, donnent une énergie de confiance qui va être aussi très influente sur notre eau cellulaire, notre énergie, etc. Le contraire peut être aussi vrai. Un remède homéopathique, s'il est donné à quelqu'un qui doute, eh bien l'énergie du doute va se rajouter à l'énergie propre du produit et peut inhiber ou ralentir les effets. C'est fantastique, ça veut dire que quelque part on peut reconnaître que nous sommes des êtres créateurs qui sommes libres de choisir la direction dans laquelle on va. Michel Parra, tu as entendu parler de ce thérapeute de l'extrême qui, peut-être par dérision ou par confiance absolue, ou par réalisme, quant au fonctionnement intime des éléments qui nous relient, donnait comme prescription un nom de remède écrit sur un papier et conseillait à la personne de boire le liquide après dissolution de l'encre dans l'eau. Pourquoi pas? Oui, j'ai entendu parler de ça. Pour aller vers un exemple un peu plus mystique, à la limite, des maîtres ou même le Christ, on parle de l'imposition des mains. Il y a une transmission d'une énergie qui se fait, je veux dire, après le vecteur ou le moyen est à la limite moins important. Mais à partir du moment où il y a une relation de confiance ou alors au minimum d'ouverture, on peut avoir accès à ces nouvelles méthodes. Alors, troisième marche, la musique maintenant. Le tome 1 du livre, donc publié en français, et le tome 2. Alors le tome 2 était prévu pour le deuxième semestre. Alors tous les deux creusent dans ce domaine et montrent un petit flacon à parfum, quoi, pour s'imaginer, placé entre deux enceintes d'une chaîne, à 30-40 cm de distance, pour bien situer, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Et on diffuse plusieurs types de musique. Voilà. On se sert d'un référent qui est de l'eau distillée au départ. L'eau distillée qui, lorsqu'on la fait geler, donne bien un cristal hexagonal, mais très simple, pas du tout élaboré. Alors si on faisait un petit exemple musical, un morceau d'ACDC par exemple, on écoute 30 secondes d'ACDC et puis je vais te demander quel aspect a le cristal. Voilà, par rapport à un flocon de neige, un cristal de neige que tout le monde connaît bien, il est comment là ce cristal exposé à cette musique? Alors il faut dire que dans le livre, il a justement fait des comparaisons entre des musiques de tout type, mais en particulier classiques, qui étaient très différenciées mais qui avaient des structures hexagonales, et une musique de heavy metal, dans le genre un peu hard rock, qui a donné une structure complètement amorphe. Mais là, j'aimerais faire une parenthèse importante, et il le démontre dans son deuxième ouvrage. C'est l'énergie globale de ce morceau de musique particulier qui a donné ce résultat particulier. Ensuite, il faut se garder pour des questions purement personnelles ou de goût, parce qu'on n'aime pas une musique,
de dire qu'elle est mauvaise. Hein, on n'est pas en harmonie avec elle, mais il a fait lui-même des expériences avec de la musique qu'il appelait moderne, de chanteurs japonais modernes, qui l'ont étonné parce que néanmoins elle avait une de très belle cristallisation. Donc il faut se garder de généralisation abusive, et tout dépend en plus de la façon dont on reçoit cette musique. Je veux dire, si on la prend malgré tout de façon positive, on peut néanmoins avoir des effets qui sont beaucoup moins négatifs que si on est soi-même dans la disharmonie, dans le stress et... Hein. Le résultat sur le cristal est pourtant exposé par les photos, et là il ne s'agit pas d'éléments subjectifs. Par les photos, tu veux dire? Les oui, photos, donc on n'est plus dans la musique. Alors, les photos des cristaux obtenus selon une musique comme celle qu'on vient d'entendre, et l'exemple même de AC/DC est cité dans le tome 1. Il faut dire qu'il y a cette musique de heavy metal, Emoto en a parlé en disant que c'était une musique avec des paroles très agressives et négatives, etc. Donc tout joue, hein. La musique peut être aussi en elle-même, et les paroles, et l'énergie du chanteur. Hein. Donc c'est toujours une globalité. Hein. Par rapport à ça, par exemple, qui donne une vraie perle, un vrai trésor. Bach. Voilà, le contraste en image est assez saisissant. Tout à fait. Et bon, c'est vrai que chacun peut trouver son plaisir dans différents types de musique, mais je crois que là aussi, le référent naturel est un bon guide. Hein. On voit le flocon de neige, il est hexagonal, il n'est pas hexagonal par hasard. Dans certains cas, Emoto a fait des cristallisations qui allaient déjà vers l'heptagone, c'est-à-dire 7. Il y a un cliché de 7 côtés dans le livre. Oui. Dans le premier, alors là aussi c'était intéressant. Oui, pourquoi? Sachant que la musique influençait l'eau, les paroles influencent l'eau. Il a voulu faire une expérience avec une eau d'un barrage qui était très polluée, et il a fait venir un prêtre shintoïste qui a prié pour l'eau pendant 1 heure. Eh bien, au début, on avait une structure complètement amorphe, c'était vraiment moche. Enfin bon, pas de traces particulières dans la cristallisation. Après 1 heure, on reprend cette eau, on la refait geler, et on trouve un des magnifiques cristaux qui est d'ailleurs en couverture de l'édition française. Mais dans la série des 100 ou des 50 cristallisations, il est tombé sur un cristal qui avait 7 branches, alors que c'est plutôt exceptionnel. Oui. Et en cherchant à comprendre, il a posé la question à ce prêtre, qui, en réfléchissant, dit « Ah oui, dans mes prières, je me suis adressé un moment aux 7 déesses de la chance de ma religion. » Alors il y a peut-être un lien de cause à effet là. Et il s'est aperçu, entre autres, que lorsque on va vers des choses plus spirituelles, mais c'est un mot un peu galvaudé, oui. Oui, on a souvent il a retrouvé le même effet avec des méditations chantées de la femme de Rupert Sheldrake. Ah oui. Ou même, je crois, avec une photo de lotus. Quand on pose de l'eau sur une photo de lotus, on a aussi des branches qui tendent à aller vers cette eau. Bon, c'est peut-être dans l'évolution, hein, peut-être qu'on arrivera plus tard à quelque chose de ce type-là, mais pour l'instant, on n'a pas forcément des explications. Quoi. Donc l'eau serait image hardie, un peu comme un caméléon, quelque chose qui adopte pratiquement n'importe quoi dans son environnement immédiat. Emoto a sous-titré son livre, elle nous invite à regarder en nous. Pourquoi? Parce qu'elle est le reflet de ce qu'on émet. Hein, on y met une énergie positive, elle cristallise bien, on émet une énergie négative, elle cristallise de façon amorphe, donc elle nous montre comment nous sommes, comment est notre environnement, etc. Et c'est un outil fantastique et tellement simple. Et lui, il place au sommet de la création ce mot japonais, le hado. Hado, c'est le mot japonais qui veut dire énergie ou ki, hein, c'est tout ce qui sustenterait l'univers, quoi, en fait. Il paraphrase à peine la Genèse dans cette phrase. Le hado crée le verbe crée les mots. Les mots sont la vibration de la nature. Eh oui, tout à fait. Cela dit, les mots agréables conditionnent une nature agréable, beautiful, hein, j'essaie de traduire au mieux. Et par contre, les mots de méchanceté, ugly words, créent une nature désharmonieuse. Ceci est la racine de l'univers. Voilà ce qui sert de slogan, en quelque sorte de sous-titre à ce livre, le hado. Oui, tout à fait. À cela, il faut rajouter autre chose, c'est que le même mot, alors il faut rappeler, hein, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, le même flacon qu'il avait mis entre des haut-parleurs, il s'en est resservi avec son eau distillée en collant des étiquettes imprimées par ordinateur. Donc là, il n'y avait pas la dimension humaine directe, hein.
et on obtenait, quand on mettait merci, un très beau cristal hexagonal. Si on marquait idiot, on avait un cristal qui était négatif. Et ça dans toutes les langues. Les merci sont toujours positifs, les idiots sont toujours négatifs, hein, pour simplifier. Oui, et la statistique est pour lui, alors, en mesure de convaincre n'importe quel milieu scientifique maintenant avec ses dizaines de milliers d'expériences. À la limite, convaincre les autres, chacun en fait ce qu'il veut de l'information, on n'est plus des croisés qui voulons convertir. Si ça peut être un outil intéressant pour faire progresser les consciences, tant mieux. Ceux qui sont pas prêts, on force personne, quoi. C'est chacun à son rythme. Oui, ou du moins inspiré que ces recherches soient reprises dans différents laboratoires, comme c'était le cas pour les travaux de Benveniste avec la mémoire de l'eau, où 3 laboratoires étrangers ont repris les mêmes protocoles. Oui, tout à fait. Pour en revenir à cette histoire de mots, il évoque aussi le fait de dire, lorsque on émet un mot en étant dans une énergie positive, parce que très souvent on adapte le langage à sa personnalité, on peut très bien dire un mot qui, sorti de son contexte, est négatif, parce qu'il est dit avec une énergie positive, va donner une cristallisation positive. Par exemple, entre 2 personnes qui s'aiment, si on traite l'un ou l'autre de mon grand fou, par exemple, fou en soi, ça a plutôt une connotation négative, mais dans ce contexte-là, on aura néanmoins une cristallisation positive. Donc ça nous ramène au fait qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres créateurs qui, on ne peut pas couper l'interrupteur, hein, on est tout le temps en train d'émettre, et donc on peut choisir de mettre de l'amour ou de la haine dans l'univers. Oui, c'est l'intention qui est reçue plutôt que le mot lui-même. Ouais. Tout se mélange, quoi. Marie-Odile Martin, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Je trouve ça merveilleux. Bon, nous-mêmes, on a l'expérience avec l'eau et ces élixirs que l'on fait dans les cercles. Mais on a bien conscience aussi que lorsqu'on pénètre dans un cercle, toute l'énergie du cercle, tout le message que le cercle a passé rentre dans notre corps, pénètre dans toutes nos cellules. Et ça, il faut en avoir conscience, puisque notre corps est fait de 70% d'eau, je crois. Et vraiment, c'est des choses auxquelles les gens ne pensent pas. Notre corps véhicule de nombreuses informations et il faut que ces informations soient le plus positives possible pour nous-mêmes et puis pour les personnes qui sont autour de nous, pour les personnes que l'on côtoie. On peut communiquer ces choses qui sont en nous à ces personnes. Je propose à Michel Parra une petite pause musicale. On va se retrouver avec des questions et des interventions d'auditeurs parce que je suis sûr que la plupart débarquent devant certaines images. On pense que Van Cleef peut aller se rhabiller. C'est une merveille de la nature. C'est un livre étonnant, c'est un cadeau que l'on se fait déjà égoïstement pour soi-même et ensuite on l'offre et puis on en rachète un autre. Oui, je vous donnerai les sites où on peut voir des images sur internet si vous voulez. Bien sûr. Rock Sauker nous fait des confidences comme ça en antenne. On pinaille un petit peu le pourcentage d'eau, la qualité de l'eau, 70% est de l'eau de mer, les expériences de Quinton. Oui, je disais que quand on dit 70% d'eau ou 75% d'eau, en réalité on devrait dire de l'eau de mer, car le fluide du corps humain est beaucoup plus proche, je dirais à 95 ou 98% proche de l'eau de mer que de l'eau toute simple, quoi. Bon, je pense que beaucoup de monde connaît le scientifique Quinton, le médecin qui s'appelait Quinton, qui était un médecin extrêmement célèbre au début du siècle et qui est tombé dans les oubliettes de l'histoire par la suite. Quinton avait démontré, avait expérimenté des transfusions sanguines à l'époque où donc il avait sauvé pas mal de monde grâce à des transfusions qui étaient avec du plasma marin, avec de l'eau de mer. Ça évoque quelque chose pour Michel Parra ? Oui, c'est connu quand même. Et puis comme je m'intéresse aussi un peu à l'eau depuis quelques années, c'est vrai que on a le microcosme est dans le macrocosme et inversement. On est issu originellement de la mer, donc il est normal qu'on retrouve les 82 éléments ou les 84 éléments de l'eau de mer aussi sous forme de minéraux et de sel dans notre propre corps. Et très souvent, on peut arriver à rééquilibrer, à reminéraliser avec de l'eau de mer, c'est clair. Oui, le plasma marin, qui s'appelle le Quinton, est vendu en pharmacie encore aujourd'hui. Ah oui, sous forme d'ampoule. Oui. Ouais. Mais à l'époque, Quinton faisait des expériences beaucoup plus hallucinantes, quoi. Alors quels sont ces sites, Michel Parra, où ceux qui nous écoutent actuellement peuvent voir des exemples de photos et motos? Alors le site officiel en anglais de l'éditeur, c'est www.hado
emoto.net. Et même en tapant Emoto dans un moteur de recherche, maintenant on a pas mal de sites qui l'ont référencé. Ce bouquin, il se vend bien, il est assez populaire, mais est-ce qu'il se trouve vraiment partout? Ou est-ce qu'il faut aller chez Nature et Découverte tout particulièrement, ou ce genre de magasin pour le trouver? Alors, à Paris, je vous conseille d'aller voir chez Antilib, qui est un magasin de produits naturels dans le 4e. Ce sont des gens charmants et très compétents qui ont l'ensemble de la gamme. Il faut dire qu'il y a aussi, si on le souhaite, des cartes postales, les plus beaux cristaux. Il y a des CD de musique que Emoto a testé dans ses ouvrages qui sont aussi maintenant disponibles en France. C'est Alan Rubik, un Américain qui fait de la musique multidimensionnelle, donc qui ne s'adresse pas qu'à nos oreilles, mais aussi à notre cellulaire en la mettant en résonance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, il peut y avoir des posters. Tout ce qui gravite autour de Emoto, on peut trouver cela sur cette adresse parisienne. Et là, on va vers la musicothérapie appliquée. Par exemple, oui, forcément. Ça peut aussi être une autre forme de thérapie à partir du moment où on a trouvé une influence qui donne un beau cristal. Même un exemple très simple. Amour et gratitude collés sur un flacon d'eau distillée transforment le cristal en un merveilleux cristal hexagonal. Très fin, très équilibré, etc. Si ensuite on prend un verre d'eau que l'on pose sur la photo du cristal qui correspond à amour et gratitude, la même énergie va repasser dans l'eau et en la buvant, on va refaire monter son taux vibratoire, par exemple. Mais c'est dramatique. Non, c'est fantastique. Si j'écris variole et que je colle une étiquette variole sur un verre, sur un flacon, je le donne à boire, à mon pire ennemi, je suis un danger public, un assassin. Pas forcément, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la vision que l'on a de la maladie qui est importante. La maladie peut aussi être vue comme un moyen qu'exprime le corps d'une disharmonie. Et donc de savoir qu'on n'est pas dans l'harmonie et d'évoluer pour en sortir. D'autre part, on revient au même concept que j'évoquais précédemment. À partir du moment où on a atteint un certain niveau de conscience, eh bien, on n'est plus en résonance avec ces énergies. Si notre être n'a pas besoin de cette information, il n'y réagira plus. Donc il ne faut pas avoir peur, surtout que la peur est une énergie négative qui va nous faire rentrer dans un cercle vicieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité d'être malade. On va tous mourir, on est d'accord là-dessus, mais il faut avoir confiance, il faut pas ni craindre, ni douter systématiquement. Tu me rappelles Jean-Paul II. N'ayez pas peur, disait-il. J'ai trouvé que ces trois mots propagent une onde de choc dans les consciences impressionnante. N'ayez pas peur. Si on veut résumer le message de quelqu'un en trois mots, c'est simplissime. Je crois que là, c'est la grandeur des gens qui savent en quelques mots transmettre un message qui a tellement de poids, et que ce soit quelqu'un comme Jean-Paul II ou n'importe quel autre instructeur, entre guillemets. Oui, on peut penser tout ce qu'on veut, de pique-pendre du personnage et de ses prises de position sur la capote ou je ne sais quoi. N'empêche que le message, quand il s'agit d'être spirituel, est puissant à ce point. N'ayez pas peur. C'est une attitude... Il faut se garder d'abord des préjugés. On n'a pas forcément toujours tous les éléments pour tout juger, ce qui fait que Saint-Exupéry avait dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Et souvent l'intellect, c'est pour ça aussi, pour en revenir au crop circle, je pense, à mon point de vue, mon humble point de vue, qu'il faut pas forcément essayer de tout comprendre au sens intellect du terme. Il faut essayer de s'ouvrir pour voir, pour laisser quelque chose germer en nous, même si on n'a pas la réponse maintenant. C'est une influence qui est peut-être au-delà des mots ou de l'intellectuel, on n'a pas encore toutes les compréhensions. Et si on essaye de toute façon, avec les moyens techniques connus, d'expliquer l'inconnu, on n'arrivera jamais à progresser. C'est toujours la frontière entre les deux qui est intéressante parce que c'est à nous de l'élargir, entre autres, par l'élargissement de notre conscience. Il gagne à être connu, Michel Parra. Je ne te connaissais pas comme conférencier, mais je suis impatient de connaître les prochaines dates, si tu viens à Paris. J'espère ne pas être trop présomptueux non plus, parce que j'oublie de dire que c'est purement mon avis à moi et que c'est peut-être pas la vérité vraie, mais bon, si elle peut servir à faire avancer les choses. Mais c'est intéressant. Revenons à l'étiquetage des flacons. Tu dis que en fait les mots, les instructions sont donnés par une imprimante pour montrer qu'il n'y a pas de caractère intentionnel concret comme avec une plume. Toutefois, celui qui a manipulé l'ordi pour lui faire imprimer, lui a manifesté l'intention première de toute façon. C'est à ce stade de la frappe sur le clavier que
que ça s'écrit. Ou alors, est-ce que tu penses que c'est l'onde de forme du caractère qui est sur l'étiquette? Pour redire ce que j'avais dit avant, je crois que tout joue un rôle. Il faut savoir aussi que dans son équipe, il a fait des expérimentations dans différents langages et que des gens, si bien sûr son équipe comprenait les mots en japonais, ne connaissaient pas ni l'allemand, ni certains ne connaissaient pas l'anglais, etc. Donc il n'avait pas de préjugés. Ah oui, en double aveugle. Donc, mais ça n'empêche pas que le mot en lui-même a une énergie. Tout est énergie. On parlait aussi le fameux hado, l'énergie. Il y a des thérapeutes. Emoto est lui-même un naturopathe qui a formé, je ne sais plus de 500 étudiants. D'ailleurs, on reparlera de ça tout à l'heure, tu m'y feras penser. Sur la formation des étudiants? Oui, enfin sur une expérience avec des étudiants. En Qigong, il y a certains thérapeutes qui, pour soigner un patient, lui calligraphient une affiche. Et cette affiche est accrochée dans le lieu où il dort. Et c'est en fait l'énergie de cette affiche qui va influencer la personne. C'est tellement simple. Quand on regarde un tableau, une œuvre d'art, si on est ouvert et qu'elle est harmonieuse, l'œuvre d'art nous touche. Donc elle a une influence sur nous. Les mots, même écrits, ont une influence. Mais dans une pièce obscure et en plein sommeil, j'y vois plutôt la rencontre entre l'effet inconscient placebo d'une part et sa rencontre avec l'intention du scripteur, de celui qui l'a écrit. Oui, en fait c'est un lien qui est créé quelque part entre le thérapeute, le patient, une énergie, on peut l'appeler comme on veut, Dieu si on veut. Mais c'est comme ces devises auspicieuses qui étaient accrochées au fronton des maisons autrefois. Ah ben oui. Que la paix soit sur cette famille, par exemple. Exactement. Et c'est magnifique. À notre époque, c'est le début du XXIe siècle, on retrouve le sens de pratiques ancestrales qui avaient été soit tournées au ridicule ou le fait de bénir le repas avant de manger. C'est fantastique, ça veut dire que nous, êtres créateurs, allons mettre une énergie positive dans ce que nous allons absorber et on va par retour des choses, on va se faire remonter de nouveau sa propre énergie. On va se laisser aussi le temps de former des sucs gastriques. Et entre autres. On va dénouer les tensions pour une meilleure digestion. Exactement. Emoto évoquait lors de sa conférence le fait que, de par le milieu dans lequel évoluent les micro-organismes qui sont en nous, on peut les faire travailler soit dans un sens ou dans un autre. Il dit qu'en gros il y en a 10%, enfin c'est caricatural mais avec la traduction c'était pas facile d'avoir des choses, une image plus précise, mais il disait il y a environ 10% de positifs, 10% de négatifs entre guillemets, et 80% d'opportunistes, c'est-à-dire à partir du moment où on les accueille, où on n'est pas en conflit avec eux, etc., ce sont des ouvriers qui vont faire du boulot pour nous aider. Alors que si on est perpétuellement en stress, en conflit, etc., ces mêmes micro-organismes peuvent générer des maladies. Et en fait, ce n'est que une forme de karma. Ça aussi, c'est important. Pour moi, l'eau est un instrument du karma. Un des instruments. Parce que lorsque l'on émet quelque chose de positif, on va faire vibrer son eau cellulaire de la même façon. Donc, si on sème du bien, on se fait vibrer exactement pareil en bien. Et si on sème du mal, si on émet du mal, si on rayonne du mal, on se fait exactement le même mal à soi-même. Donc, pour moi, l'eau est un instrument du karma parce qu'on récolte exactement ce qu'on a semé. Et 80% de ces micro-organismes ont une énergie disponible dont on peut ignorer la capacité, la faculté, et passer sa vie à côté de cette puissance, cette ressource, qui sont là, attendant une instruction qui ne vient jamais, mais qui pourrait se mettre au service de notre santé. Exactement. À ce sujet-là, je voudrais entre autres remercier la Société théosophique qui a été une des entités qui m'a fourni pas mal d'informations. Vous avez sûrement entendu parler de Blavatsky il y a plus d'un siècle maintenant, Annie Besant, des gens comme ça. Bien, il y a aussi un produit que tu diffuses, qui s'est déjà vendu à 1 million d'exemplaires dans le monde et qui fait référence directe à la puissance du Qi. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr, si vous voulez. C'est très éclectique. L'activité principale est actuellement centrée sur Emoto. Parce que non, pour moi c'est tout à fait cohérent, au contraire. Depuis à peu près 6 mois, 6-7 mois, aussi par le biais de la Suisse et de l'Allemagne, j'ai été amené à connaître une machine qui s'appelle la Qi Machine. Là aussi, c'est l'œuvre d'un médecin japonais qui faisait de la médecine chinoise depuis maintenant pratiquement 40 ans, qui a mis au point cet appareil, qui reprend en fait un mouvement qu'on retrouve aussi dans le massage coréen ou dans d'autres techniques. On agite les chevilles
des personnes de droite à gauche à un certain rythme et à une certaine amplitude, et on génère une oxygénation du sang par ce mouvement-ci qui est très stimulante et qui est ce qu'on appelle génératrice de ki. Lorsqu'au bout de 5 minutes ou de 10 minutes l'appareil s'arrête automatiquement, on a vraiment une sensation de bien-être pétillant qui remonte par les pieds, qui est très agréable et qui a aussi un effet très régénérant, très puissant. Ça m'évoque les trépidations coréennes, mais c'est une machine qui est là pour vous le faire. On n'a pas besoin d'un assistant. On est donc allongé en position de relaxation. Les bras, d'après les schémas que j'ai vus, peuvent être soit à 45 degrés le long du corps, soit les bras croisés sous la tête, soit allongés pour varier la courbure de la colonne vertébrale, et ensuite cette machine vous fait osciller les chevilles, c'est ça? Voilà, il y a se reproduit tout le long du corps. Oui, ça fait aussi le corps en forme de 8, puisqu'il y a 2 axes qui se forment naturellement au niveau de la tête et du bassin. Il y a les pieds qui font des allers-retours à, je crois, 70 allers-retours par minute, enfin 140 allers-retours. Et donc à utiliser 2 fois, 3 fois par jour pour quelques minutes? Oui, voilà, le matin au lever c'est très stimulant, et même le soir en rentrant pour se requinquer un peu, c'est pas mal. D'ailleurs, il faut éviter, surtout au début, de le faire juste avant de se coucher, parce que comme ça redonne beaucoup d'énergie, on a peut-être du mal à trouver le sommeil au début, quoi. Quoique, si on en a moins besoin, autant faire autre chose de plus intéressant. Michel, comment peut-on, à travers une émission comme celle-là, par exemple, inspirer des étudiants qui, dans le cadre de leur université, disposent d'un microscope, disons milieu de gamme, 200 à 400 fois les études, le grossissement, se dire, après tout, c'est reproductible. Certes, il faut acquérir le coup de main, mais c'est pas au-dessus de nos possibilités. On a envie d'investiguer à notre tour. Ah oui, c'est clair qu'il faut pas être millionnaire pour se lancer là-dedans. Il faut une chambre froide, un congélateur et un microscope carrément basique, avec un appareil photo ou une caméra montée dessus. D'ailleurs, Emoto a montré à Paris les premiers films de la formation des cristaux, et c'est vraiment féerique. Je pense que si des gens sont intéressés, il faut qu'ils le contactent par le biais de son site internet et puis voir ce qu'ils peuvent faire en collaboration. Emoto a d'ailleurs en projet d'essayer de faire des actions au niveau mondial pour l'eau, une espèce de journée pour l'eau où on se relierait sur toute la Terre pour avoir une action pour sa régénération et également pour l'évolution des consciences. Alors, mentalement? Oui, entre autres, mais il est prévu de se réunir, je crois, en Jordanie en juillet prochain pour aller prier ou mettre de l'énergie positive dans l'eau du Jourdain qui, comme on le sait, coule ensuite pour les Palestiniens et les Israéliens. Oui, ça c'est subtil, comme action pacifiste. Donc c'est un moyen. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça pour envoyer de l'énergie positive, mais c'est un bon moyen de se relier au physique parce que l'eau est vraiment une interface intéressante. En effet. D'ailleurs, à ce propos, on revient à la fameuse expérience qu'il avait fait avec ses 500 étudiants. Ayant prélevé une eau du robinet qui au Japon est de très mauvaise qualité en général, parce qu'elle est très chlorée, etc., qui donnait de très mauvaises images, il a eu l'idée de prévenir 500 de ses étudiants en leur disant, voilà, je vais poser ce flacon sur mon bureau, et vous, à telle date, telle heure, vous allez envoyer mentalement de tout le Japon une pensée qui, âme et esprit à cette eau. L'heure dite passée, il a pris le flacon, il a refait ses cristallisations, et il a eu un magnifique cristal hexagonal. Donc même par ce biais-là, on peut mettre en évidence les phénomènes de la télépathie et de l'information, de l'inconscient collectif, etc. Oui, je crois qu'il est temps de franchir une étape, collectivement, de se dire que la preuve de ces phénomènes, elle est déjà établie de longue date, il est temps maintenant de l'appliquer. Il y a trop d'esprits obscurs ou obtus qui voudraient nous tirer en arrière en allant qualifier ces choses de fantaisistes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés. Exactement. Je veux dire, maintenant, on a l'information, chacun peut se déterminer et savoir ce qu'il en fait, quoi. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est pour changer du coq à l'âne, mais Nexus a sorti plusieurs pages de reportages sur les crop circles pour les gens que ça intéresse. Hein. Et il a le mérite, même s'il est pas toujours bien accepté par le commun des mortels, il a le mérite d'exister et puis de nous sortir de la pensée unique. Effectivement, donc Nexus, voilà une autre source également. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, si ce n'est qu'il faut aussi des moufles
et un kit de survie, parce que ces photos sont prises en chambre froide. Le tome 1 dit avec un certain humour que chaque opérateur ne séjourne que 30 minutes parce qu'il se gèle là-dedans. Exactement, oui, même en plein été, c'est sûr que c'est la rançon de la gloire, le prix à payer pour faire de belles photos. Mais c'est sûr que les universitaires accepteraient volontiers de se faire truster le microscope pour des recherches. Ça me semble très, très faisable dans tous les pays. Ça serait très, très populaire. Il suffit d'une volonté, je pense. Très souvent, on est confronté à des querelles de clochers, à des égos, et puis on est issu d'un système, etc. Donc on a du mal, des fois, à s'ouvrir à ce qui est nouveau et presque trop simple pour être vrai. Donc c'est là l'obstacle le plus important, c'est pas le côté matériel, c'est clair. Il y a des chimistes pour nous expliquer, ou vous tentez de nous expliquer comment les atomes se comportent et pourquoi ils s'accrochent dans cette configuration. Pourquoi toujours cette forme, sauf exception bien sûr, avec 7 côtés, mais pourquoi toujours 6 côtés? Ça me fait penser aussi que lorsque tu prends une photo avec un appareil classique, un peu dirigé vers le soleil, la lumière pénètre dans l'œil, dans l'optique de l'appareil photo en forme hexagonale aussi. C'est vrai qu'il y a des phénomènes directement liés à l'optique, là aussi, qui font comme un genre de prisme, ça c'est possible. Mais c'est toujours 6, c'est jamais 5 ou 7. Je sais qu'il y a des filtres photos qui sont prévus pour donner un certain nombre de faces. On peut aussi le créer si on le souhaite. Oui, bien sûr. Non, je parle de l'objectif nu, le verre de lunettes, le classique. Oui, là je l'ai pas. Sans trucage. Je l'ai pas spécialement en tête. Alors, évidemment, tu as aussi des yeux, des objectifs en œil de mouche. Effectivement, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Je parle de l'objectif basique. Oui. Nous allons accueillir Marie. Bonjour, excusez-moi, je n'arrive pas à me rappeler de votre nom et pourtant j'ai déjà entendu parler de vous. Donc, ce qui fait que... Bonjour monsieur. Bonjour, je me prénomme Didier, notre invité s'appelle Michel Parra. Oui, Didier, oui, je connais. Michel Parra, je vais remarquer votre nom et puis renoter votre numéro de téléphone. Par la suite, quand vous le redonnerez. Alors voilà, moi j'aurais aimé vous entretenir d'une petite expérience que j'ai faite à mon niveau personnel. Alors je ne sais pas ce que vous en penserez, je vous la livre telle qu'elle est. Il y en a eu 2. Il y en a eu il y a quelques années et il y en a eu une toute récente. À propos d'un quartz rose, une première aventure m'est arrivée, si on peut dire une aventure. Il y a quelques années, je m'y attendais pas du tout. J'étais en possession d'un petit quartz rose que quelqu'un qui m'était cher m'avait offert. Et j'ai parlé avec un jeune enfant, un ami de mon fils à l'époque, il y a plus de 10 ans de cela, oui, à peu près 10 ans, qui faisait collection de pierres, enfin j'abrège, et donc il me parle de pierres, et alors il voit mon quartz rose, et je le voyais fasciné par ce quartz, et je voyais bien qu'il en avait envie. Et j'en avais un autre quartz, et je lui disais, écoute, j'ai l'impression que ça te tenterait d'en avoir un. Il me dit, oh oui, avec ses yeux qui étaient brillants. Et puis, au fond de moi-même, il y avait quand même une petite voix qui disait, mais ne donne pas ce quartz, il est trop précieux pour toi, ne donne pas. Mais il avait tellement envie que je lui ai tendu le quartz, et vous me croirez si vous voudrez, mais je vous assure, ça s'est passé tel quel. Au moment où je tendais le quartz vers cet enfant, qui avait à peu près 8 ou 9 ans, j'ai entendu une déflagration. Je n'ai rien cogné, je n'ai rien heurté. Et à ce moment-là, il y a eu un morceau du quartz qui s'est détaché, une partie qui est tombée par terre, un petit morceau, plus un petit éclat que je n'avais pas vu sur le coup, d'une forme pointue, mais alors comme une aiguille qui m'est rentrée quand j'ai fait un pas en avant, elle m'est rentrée sous le talon. Et vraiment, j'étais stupéfaite. J'en ai parlé à quelqu'un qui est spécialiste par téléphone, qui s'occupe beaucoup des cristaux. Et la personne m'a dit que, apparemment, ce quartz était habité par une entité qui tenait à moi et les choses se sont faites comme cela. C'est-à-dire qu'une petite partie du cristal devait revenir à cet enfant et l'autre, la partie la plus grande, m'est restée. Michel ? J'écoute avec attention. C'est vrai que il faut éviter d'être blasé. J'ai déjà entendu ce genre d'histoire, mais à chaque fois ça correspond à un vécu personnel qui peut être interprété par les personnes par leur propre prisme, si on veut dire. Donc je crois que il est important de se poser la question et de voir à quoi ça correspond pour soi-même et qu'est-ce qu'on en fait, quoi.
Mais en tout cas, ce sont des expériences suffisamment rares pour être soulignées et puis de leur donner l'importance qu'elles ont, quoi. Bien, on retrouve Marie pour le deuxième récit. Alors le deuxième, ça s'est passé tout récemment, il y a peut-être une semaine de cela. Et donc, je tenais ce cristal de quartz dans mes mains et je lui, mentalement, enfin, comme j'ai l'habitude de le faire de temps en temps, je lui ai envoyé j'ai mis ma main gauche et ma main droite de chaque côté et j'ai envoyé de l'énergie bleue de la main gauche et de l'énergie rouge de la main droite. Et je sais que quand je procède ainsi, je ne le vois pas, mais je sais je visualise probablement que ça fait une lumière, que ça fait un rayon violet. Et donc, quelqu'un qui était à côté de moi, je peux même vous dire que c'était un enfant, qui a des dons particuliers, je ne lui ai rien dit, absolument rien. Il m'a vu prendre cette pierre et il m'a dit, tiens, je vois du violet il a vu du violet qui se projetait sur une forme de carreau violet qui se projetait sur la fenêtre à côté. Bon, alors il me dit, tiens, pourquoi? Mais il ne sait pas du tout que ça vient du quartz, absolument pas. Et peu de temps après, je reprends le quartz et je lui dis, qu'est-ce que tu vois maintenant? Parce que j'ai replacé mes mains différemment et j'ai envoyé une énergie différente. Et je ne disais rien à l'enfant, j'ai simplement demandé s'il voyait quelque chose. Et là, il me dit, et je sentais moi une chaleur très très forte qui émanait, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez un petit peu plus long. Il me dit, je vois un rayon lumineux rouge qui sort de la pierre, qui monte vers le ciel. Alors voilà. Et j'étais pas étonnée du tout parce que c'était en quelque sorte une énergie très chaude. Vous savez, je suis autodidacte dans ce genre de domaine. Je ne fréquente aucun cercle particulier. Je suis très curieuse car j'ai des perceptions très très fortes. Mais il se trouve que cet enfant, qui est très jeune et qui ne connaît rien, voit littéralement. Elle prend ça très très normalement, mais elle n'en parle à personne que moi. Voilà. Michel Parra, votre avis? On entend de plus en plus parler, entre autres, des enfants indigos, des enfants qui sont soi-disant surdoués en Amérique du Sud, au Mexique ou même en Chine. Je pense que ça fait partie aussi d'une évolution des consciences à cette époque-ci qui va nous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. La première fois où j'ai réellement pris conscience qu'il possédait certainement que ce que disait cet enfant était vrai, que ça n'était pas le fruit de l'imagination, au début je prenais ça, vous savez, plus ou moins à la légère en me disant les enfants ont beaucoup d'imagination, c'est formidable. Et lorsque à un moment donné cet enfant m'a dit t'as un sac sur la tête. Je me suis dit un sac, et je me suis mise à rire. Et au moment où je me suis mise à rire, elle m'a dit mais j'ai vu une boule rouge lumineuse sortir c'était là juste à l'endroit au plexus solaire, au moment où je riais. C'est-à-dire qu'elle voit les énergies selon les états d'âme. Et donc cette sac, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle le voit partout, elle le voit surtout chez les chats, il est très large. Et donc j'ai compris que ce sac, en fait, c'était ni plus ni moins l'enveloppe aurique. Parce qu'un jour je lui ai dit, mais alors de quelle couleur il est ce sac? Et elle me dit, mais il n'a pas de couleur. Alors elle connaissait pas le mot transparent parce qu'elle est encore petite, elle savait pas ce que ça voulait dire. Elle me dit, il est comme les bouteilles. Les bouteilles. Voilà. Oui, donc ça confirmerait. Mais bon, cette histoire de quartz, j'ai trouvé ça, c'est assez... Les cristaux, je me posais des questions comme tout le monde. Moi, c'était uniquement du domaine du ressenti. Je n'avais jamais rien vu. Mais effectivement, les énergies lumineuses sont là. Elles sont là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doute. Je vous remercie beaucoup. Et si vous pouviez, s'il vous plaît, indiquer les coordonnées de Michel Voilà. Parra. Bien. Bonne soirée et puis merci pour vos émissions. Merci Marie. Au revoir. 03 03 89 26 83 26. 03 89 26 03 83 26. 83 26. Pour revenir à l'histoire de la lumière, il y a aussi une expérience intéressante. Je crois que c'est Fritz Albert Popp qui a mis en évidence que les cellules émettaient de la lumière. Et entre autres, c'est un moyen de mettre en évidence
la qualité biologique des fruits et des légumes. Parce que si du point de vue purement chimique ou physico-chimique, on voit peu de différence au niveau des minéraux, etc. Par contre, si on regarde la quantité de lumière qu'émettent des fruits ou des légumes bio, ils émettent plus de photons. Et donc, quelque part, c'est un moyen aussi de mettre en évidence la qualité. Sachant que nos cellules communiquent grâce aux photons, leur niveau énergétique peut être aussi relevé en faisant de la chromothérapie ou de la photothérapie. On retrouve aussi là des méthodes qui peuvent être plus naturelles pour avoir des résultats avec moins d'effets secondaires. Mais Michel Parra, ça peut devenir aussi un label de qualité. On peut très bien concevoir dans un futur très proche les eaux minérales afficher, publier la phototest de leur composition. Ah oui, ce serait bien que... je pense que c'est le public qui peut créer une demande, de la même façon que c'est nous qui créons les produits que l'on consomme par notre demande. Là aussi, s'il y a vis-à-vis de certains produits de consommation une attente suffisamment importante du public, eh bien, on va tôt ou tard trouver des gens qui vont y répondre. Mais des publicitaires sont à l'écoute. Je crois qu'ils ont noté le profit qu'ils peuvent en tirer. Trêve de conneries commerciales, ça peut quand même évidemment faire avancer les consciences, de se dire effectivement, j'ai entendu une émission, ensuite j'ai lu le bouquin, ou les deux, et puis maintenant je comprends qu'il peut y avoir un intérêt majeur à choisir plutôt quelque chose qui a été élevé sainement, ou construit sainement, habité un appartement pensé, une architecture respectueuse du feng shui, etc. Bref, l'évolution elle va dans ce sens, et là pour ce qui est de la qualité des produits, il y a un moyen radical de monter un laboratoire de test pour 3 fois rien, et de passer un peu tous les produits de notre environnement immédiat, de notre consommation, les passer au test du cristal. Ah oui, pourquoi pas, hein. C'est sûr que ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais enfin bon, c'est comme ça. Par exemple, il y a le mot micro-ondes qui a été soumis à une eau témoin. Ah non, c'était carrément de l'eau dans un four à micro-ondes. C'est placé dans le four, ce qui donnera le même résultat sans doute, mais le cristal n'est pas beau du tout. On dirait un charbon. Oui, alors le micro-ondes c'est un des pires avec le téléphone portable. Ensuite viennent l'écran d'ordinateur et de la télévision. Mais là aussi on retrouve un aspect intéressant, c'est que il s'est aperçu que le cristal devant la télévision était négatif, mais c'était pendant une émission politique japonaise. Alors que quand il a refait une expérience en passant une vidéo dans le genre de Cousteau, avec des fonds marins, etc., malgré la présence de l'écran de télévision, on avait un beau cristal hexagonal. Ce qui a fait que, en reproduisant l'expérience avec le micro-ondes ou le téléphone portable, avec 2 flacons, un flacon d'eau distillée normal et un flacon d'eau distillée auquel on avait rajouté amour et gratitude, malgré l'influence négative des micro-ondes, on avait des cristaux hexagonaux sur les flacons qui avaient l'antidote amour et gratitude. C'est fantastique, ça veut dire que même dans des environnements négatifs, si on est assez en conscience ou assez concentré, on peut compenser tout à fait les effets négatifs. C'est peut-être aussi ce qui explique que malgré la reconnaissance croissante des risques liés au portable, il n'y ait quand même pas autant de gens qui se plaignent. Emoto disait que si vous téléphonez à votre amoureux ou votre amoureuse, si vous passez 1 heure au téléphone portable, l'énergie positive va compenser ça. Par contre, si vous vous engueulez pendant 1 heure au téléphone, eh bien, ça va décupler le stress et les effets cellulaires. Amusant. Non, c'est bon, Pascal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous parler du plasma de Quinton. Oui, ça concerne le Roxa, ok, absolument, il t'écoute. Oui, du plasma de Quinton, en fait... Michel Parra en a parlé aussi. Oui, je sais. Au niveau du plasma de Quinton, il y a une... Bon, vous avez parlé de pharmacie, mais les pharmacies le font, c'est parce que les magasins bio l'ont fait, quoi. C'est toujours pareil, maintenant les pharmaciens font les plantes, c'est parce que les magasins bio l'ont fait, ils viennent toujours derrière un peu, parce que bon, comme ils n'arrivent pas à les interdire, forcément, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est rentrer dans le chemin. Il y a une chose très simple, le plasma de Quinton, on peut l'acheter en ampoule, bien sûr, mais c'est la solution la plus chère. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, ils vendent dans les magasins bio, c'est de l'eau de mer. De l'eau de mer, on prend une cuillère à soupe, c'est Lima qui fait ça, on prend une cuillère à soupe, on prend ça le matin, et c'est d'une efficacité, on a vraiment la pêche, quoi. Et ce qu'on peut faire aussi, autrement, c'est prendre une bouteille d'eau peu minéralisée, style Montroucou, ou bien un Carrefour, de l'eau peu minéralisée d'Auvergne, etc., de l'eau peu minéralisée,
et de mettre dedans, mais ça je l'ai jamais fait, mais mettre une cuillère à soupe du sel de mer. Et il paraît que ça a le même effet. Et là, c'est ce qui revient encore le moins cher. Mais moi, j'ai fait la bouteille de Lima, j'ai pris une cuillère à soupe le matin à jeun. C'est vraiment très très efficace. Ça, j'ai remarqué vraiment. Enfin voilà, je voulais vous donner cette information pour les gens qui n'ont pas tellement les moyens d'acheter des ampoules. Et voilà, je voulais simplement vous remercier de vos émissions et puis continuer parce que c'est très enrichissant. Merci Pascal. Je vous remercie beaucoup. Nous retrouvons Michel Parat. Au sujet du sel, il y a un truc intéressant. Actuellement, on retrouve, moi aussi par l'Allemagne, ça vient du Pakistan ou de l'Himalaya, du sel gemme, qui permet de faire des saumures. C'est un peu ce qu'évoquait, je crois qu'il s'appelait Pascal. Hein. On met du sel dans de l'eau, et l'eau se sature en sel. Alors, dans un bocal, une fois qu'il est plein, les cristaux restent très longtemps, puisque à chaque fois, l'eau ne peut se saturer que... jusqu'à la saturation, donc il y a encore... c'est un produit qui dure très longtemps, et on en fait des cures tous les matins, en prenant une cuillerée à soupe ou à café, de cette eau de salée, qui va apporter les 82 éléments vitaux pour notre organisme. Et pourquoi ce sel doit venir de si loin? Pourquoi pas de Guérande? Alors, il y a plusieurs aspects. C'est vrai que on peut trouver des choses équivalentes dans certaines mines en Autriche aussi, et puis ailleurs sûrement. Là-bas, on a un sel qui quand même... on sait qu'il est préservé, c'est sûr. C'est vrai que écologiquement, c'est pas très génial de le faire venir de si loin, mais enfin, il a le mérite d'exister. Par contre, le sel de Guérande, et je suis absolument pas là pour le dénigrer, parce que comparé au fameux NaCl, de chlorure de sodium, qui n'a que 2 éléments, le sel de Guérande est un produit fantastique. Simplement, on sait qu'actuellement, depuis quelques décennies, avec la pollution, aussi bien atmosphérique que maritime, avec les hydrocarbures, etc., on n'a plus la même pureté dans le sel de Guérande. Tout est relatif, c'est toujours, je consommerai avec plaisir encore des années du sel de Guérande par rapport à du sel industriel raffiné, mais on n'a quand même pas la même pureté qu'avec du sel gemme de l'Himalaya que je connais, mais il peut y en avoir d'ailleurs. Oui, c'est un sel qui n'a pas gardé la mémoire d'une ou plusieurs marées noires. Entre autres, et puis qui est quand même un sel des mers originelles de 350 000 années en arrière, donc qui peuvent nous donner des informations qui sont très intéressantes. Bien sûr, il faudra penser à apporter un jour de l'eau de la banquise à 1000 mètres de profondeur, elle sera comme Emoto a fait une cristallisation d'eau de banquise. C'était aussi intéressant. De toute façon, je recommande aux Parisiens d'aller voir chez Antide le bouquin s'ils veulent le consulter avant, ou de faire un tour sur Internet. Oui, c'est très parlant. Mais il faut multiplier les points de vente. On peut aussi l'avoir à la FNAC, s'il y en a qui préfèrent aller à la FNAC. Bon, enfin un cadeau à faire et à se faire. Remarquable, le message de l'eau. Oui. Emoto. E-M-O-T-O. On l'avait pas encore dit. Et nous recevons David. Je voulais intervenir sur 2-3 petites choses. D'abord, je suis cuisinier, donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Je crois aux produits sains et j'essaye de travailler des produits naturels. Par contre, le sel que vous dites là, donc qui se trouve dans la banquise, il est dans le commerce ou... Non, la banquise c'était autre chose, c'était un gag, c'était pour parler de faire venir de l'eau ultra pure des temps préhistoriques. Non, là il parlait de sel de provenance du Pakistan ou du Népal. De l'Himalaya. On entend Michel Parat assez loin, petit souci téléphonique, oui. Donc c'est un sel qui vient de là-bas, donc. Et on peut le trouver dans le commerce. Alors, on va jouer comme précédemment, alternativement, avec Marie, Michel Parat et David. On te retrouve, David, après que Michel ait répondu. Michel? Oui, je crois qu'en faisant un tour sur les salons style Marjolaine ou comme ça, on peut trouver des stands qui commencent à le distribuer. C'est pas encore très très connu. Il faut savoir que à une certaine époque, surtout après Louis-Claude Vincent et la bioélectronique, on avait tendance à aller vers des eaux minérales qui étaient très peu minéralisées pour des questions d'assimilation. Et on avait peur de consommer du sel gemme parce que d'origine minérale, il était peut-être moins assimilable. Mais il semblerait que ce type de sel-ci, une fois mis dans l'eau, prend une forme qu'on appelle colloïdale, qui est tout à fait assimilable et donc utilisable par l'organisme sans le surcharger. Donc il faut pas avoir peur non plus de voir cet aspect-ci des choses et d'aller vers... Bon, là c'est plutôt pour un aspect, je dirais presque thérapeutique. Je dirais pour la cuisine traditionnelle, le sel de Guérande est très bon. Je veux dire, ou d'ailleurs il n'y a pas que Guérande en France. Il y a d'autres salines plus au sud. Oui, David.
Oui, moi je disais que j'utilise la fleur de sel, le sel de Guérande en cuisine, et que c'est vrai que pour moi c'est un des produits, je dirais déjà au niveau gustatif, je dirais top, quoi. Donc j'en suis convaincu aussi. Mais sinon j'avais d'autres choses à dire aussi par rapport à la télépathie. En fait, bon, effectivement il y a cette présence de télépathie. Maintenant on commence à en être sûr, quoi. Et justement j'aimerais aller plus loin, savoir beaucoup de choses sur la télépathie. Et apparemment on pourrait maîtriser la matière par la télépathie, donc. C'est ce que vous disiez? Du moins l'influencer, me semble-t-il. Avec un cristaux, entre autres. Michel Parrain? C'est vrai qu'on peut par ce biais-là mettre en évidence la réalité de la télépathie. Il est vrai aussi qu'on peut se référer au travail de certains yogis, qui après des travaux sur soi assez longs, peuvent arriver à transmettre à des gens qui ne sont pas forcément prédisposés à ce genre de choses. Je crois qu'il y a de la littérature intéressante, justement la Société théosophique, où on a des expériences qui ont été relatées, ça ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Sai Baba. C'est un Man of Miracles. Il vit toujours à Bangalore. Je ne suis pas au courant des détails, mais là aussi, il arriverait à matérialiser des objets. Bon, ça, on peut retrouver. Tout le monde n'est pas forcément capable de but en blanc de le faire, mais c'est vrai qu'on a des exemples qui ne sont pas forcément récents. Ça date déjà depuis. C'est des facultés latentes dans l'homme depuis que l'homme est homme. C'est différentes choses qui pour nous semblent miraculeuses. Oui, Michel est toujours à l'écoute. David, pardon. Oui, moi je pense que c'est là l'erreur en fait. C'est qu'on croit que c'est un miracle alors qu'en fait, moi je pense que depuis le départ l'homme s'est trompé de route et que certaines capacités sont pas exploitées. Et par exemple celle-là, quoi, la télépathie, je pense que c'est une énorme capacité puisque la preuve, alors ça va jusqu'à modifier la matière, donc je pense que c'est un domaine vraiment intéressant et donc pas miraculeux, mais une capacité de l'homme, quoi. Par exemple, je pense à la dame qui parlait du cristaux tout à l'heure. Je pense que ça va trop loin parce que ça parle d'entité. Je pense que ça nous dépasse encore beaucoup trop. Mais par contre, la télépathie, c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus, je dirais, proche de nous. À moins qu'une entité ne soit qu'une pensée. Oui, aussi, c'est pour ça que ça nous dépasse. Mais la télépathie, c'est déjà plus proche de nous. Mm-hmm. C'est même courant et quotidien, sauf qu'on ne veut pas toujours le voir, sans doute. Michel Parrain? Oui. La télépathie. Je crois qu'on a aussi des indices concernant les différents moyens de transmettre une information. Je les ai malheureusement pas en détail en tête, mais ça peut aussi rejoindre l'histoire des crop circles, où il y a une explication, je crois qu'il circule sur Internet. Ce serait en fait des techniques de puissance d'esprit de groupe qui focaliserait cette information, cette énergie pour créer les structures des crop circles. Donc terrestre, un groupe structuré qui démontre... C'est pas précisé, ça pourrait très bien. À partir du moment où on admet le fait qu'un yogi peut léviter, peut manifester des objets, peut agir par télépathie, ça peut être un être humain ou une autre entité. À la limite, là, je ne m'aventurerai pas à avoir un avis définitif. Oui, David? Bah oui, juste pour finir, moi je pense que si, il faut être définitif là-dessus, puisque c'est avant tout des hommes, et même si c'est des hommes, je dirais, qui ont eu des expériences beaucoup plus extraordinaires que nous, ils ont découvert certaines possibilités de l'homme, même si on peut penser qu'effectivement, ils sont peut-être pas seuls à agir en tant que tels. Moi je pense qu'il y a vraiment une capacité à exploiter, un chemin énorme, quoi. Donc David, toi tu plaides pour des pouvoirs cachés en l'homme qui n'attendent que d'être révélés? Mais complètement, quoi. Complètement. Là je crois que depuis qu'on est sur Terre, on cherche à trouver un confort, un faux confort, quoi. Un confort, je dirais, superficiel, alors que des tas de choses attendent en nous, quoi. Et il faut au moins regarder Star Academy et Love Story, c'est ça? Ah oui, moi j'ai pas la télé. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend à côté? Rien, c'est ma vaisselle. Oui, on a su que tu étais cuisinier. En tout cas, je vous remercie pour tout et je suis vos émissions avec beaucoup d'attention. On te salue. Ouais, on te salue, David. Ouais, c'est pas mal. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Je voudrais qu'on aborde la fabrication du cristal. C'est un peu gadget, mais c'est assez passionnant. Est-ce que, Michel Parrain, tu peux nous expliquer le b.a.-ba de la fabrication des cristals domestiques?
Ah, je ne vois pas de quoi tu parles. Mais si, c'est dans un liquide saturé. Faire ah oui, tremper, avec les saumures. faire tremper un bout de fil. Non, là je... Bon. Donc, comment on va en avec une pharmacie. bougie, quoi, avec de la cire. Oui, c'est ça. Sauf que là, on ne, à la différence d'une bougie, on ne retire pas la mèche alternativement pour trempouiller et faire que la bougie grandisse. On laisse simplement le fil tremper au centre de la préparation. En fait, bon, on commence par acheter un sachet de poudre chez le pharmacien. Il en existe différents types selon la couleur souhaitée. On peut avoir des cristaux blancs, jaunes, bleus, rouges. Et puis, dans un verre, un petit récipient, on dispose la poudre, un peu d'eau, et avec un bâtonnet en travers du verre, un cure-dent, quelque chose comme ça, posé en travers, on fait pendre au milieu un fil à coudre. Ah, d'accord. Et il est bon que, à l'extrémité du fil, soit noué un minuscule grain, un minuscule gravier, qui servira de germe, et chaque jour, le cristal pousse. Ah, d'accord. Je savais pas. Le produit est d'origine synthétique? Non, alors je suis pas du tout chimiste. Du temps où j'en avais acheté, mais ça remonte très loin. C'était bref, le pharmacien, lui, par contre, il sait, et pour pas cher, une poignée d'euros, tu reviens avec un petit sachet. C'est une expérience intéressante. Et tu fais pousser ton cristal jour après jour, tu le vois grandir. Après, tu coupes le fil à ras et tu as un cristal selon le temps qu'il est resté, plus ou moins grand, et tu peux en faire des cadeaux. Pousser homemade, pousser à la maison. Voilà, la pyramide d'Alain, A-L-U-N. Les pyramides d'Alain peuvent pousser dans un aquarium sans moulage, ni taillage, ni finition. La forme pyramidale est le résultat d'un processus de cristallisation à partir d'un petit germe naturel. C'est bien ce que je disais. L'exemple qui est donné là est saisissant. On a une pyramide qui est grande comme la paume de la main. Les cristaux de sel d'Alain se cultivent dans une eau saturée, mais ils fondront dans une eau ordinaire comme tous les sels solubles. Donc, effectivement, le cristal obtenu, il est vulnérable. Il n'est pas stabilisé, si l'on peut dire. Il est sujet à dissolution si on n'y prend pas attention. Les cristaux de sel d'Alain sont aussi fragiles au choc, aux égratignures et aux rapides variations de température. Le vernissage les protégera mieux de l'humidité et permet la manipulation sans laisser d'empreinte. Voilà quelqu'un qui nous explique sur http charlevoix.qc, c'est-à-dire Québec.ca Canada/cristallerie. Il nous explique comment il le fait pousser à température ambiante chez lui. Il en obtient, parce qu'il est patient, il en obtient de très grands formats. Nous retrouvons Michel Parra. De toute façon, là, je suis content d'avoir pu participer à cette émission parce que ça fait de nouveau de nouveaux contacts et c'est enrichissant. Quand revient Emoto? On va sûrement pouvoir trouver les informations sur son site. Ado.net. Oui. Dans ces cas-là, quand c'est aussi important, on devrait acheter les autres noms pour éviter toute ambiguïté. Mais je crois que le ado.com, c'est le site japonais, alors on comprend que dalle. Ah, ouais. Bah, il doit y avoir un lien avec un petit drapeau. Pour la version française, ado.net, H-A-D-O. Qu'est-ce là? Merci aussi à Roby Sauker. Lui aussi, il fait un travail d'information, un peu comme toi, de diffuseur, un peu comme moi, d'éditeur, de propagateur. Ce sont des points concentrateurs qui reçoivent une info, puis qui la rediffusent. C'est tout banal. Merci de m'avoir reçu. J'espère que ça a été intéressant pour les auditeurs. Et puis, on visite également ton site. Mais c'est vrai que le site est plutôt en forme d'un catalogue de diffusion, de livres, de posters, de cartes postales également. Les posters vont jusqu'à quelle taille? Ouais, on peut les avoir sur commande à n'importe quelle taille, hein, du A1, du A0 si on veut. Grandiose. Pour une chambre à coucher d'enfant, pour un salon, c'est de toute beauté. Voilà. En radio, difficile d'en dire plus, mais visiter les sites où l'on trouve ces travaux de Emoto et son équipe, c'est tout à fait remarquable. Et puis, encore une fois, comment se procurer le message de l'eau dans les bonnes librairies. Il coûte pas très cher, dans les 27 euros. 27 euros. Et de toute façon, c'est un ouvrage qui n'a pas de prix. Tout en couleur. Remarquable travail d'édition. Ouais, plus de 120 photos en couleur. Peu de texte. C'est très sobre. C'est plein d'humour. Merci Michel Parra. C'est moi. À bientôt alors. Merci. Au revoir. Au revoir.